Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui c'est un ADN et nous sommes avec Cédric Carsao. Cédric, ça va la pêche? Ouais, la pêche! Ça forme! Bah ouais, c'est tout. Eh ben c'est très bien. Nous sommes également avec Emmanuel. Emmanuel, ça va? Ça va super. Eh bien c'est très bien. Et tu nous as ramené dans tes valises une Ouais. personne de grand intérêt. Elle s'appelle Aurélia. Aurélia, ça va la pêche? Salut, ça va? T'as la banane. Parce que Alors- si c'est moi qui l'avais ramené, ce serait pas de grand intérêt. en Qu'est-ce fait. que... Non, pas du tout. Alors, non, pas. Alors, d'ailleurs, on salue tous les joueurs de Lille qui nous écoutent. Merci. Pas, puisque ces podcasts sont bourrés de spoilers. Bah en fait, ouais, pour la plupart, voilà. Mais voilà. Sinon, C'est ça. on salue le Guyanais qui lui a le droit d'écouter. D'accord, très bien. L'ami Tommy. Et pourquoi Aurélia? Pourquoi ramener cette personne à la cellule, Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, il y a une petite question, une petite thématique qui me titille depuis un bon moment, c'est celle de l'éducation populaire. Parce D'accord. que on y touche un peu dans tous les domaines. Moi, pour refaire un peu la base, j'ai rencontré Aurélia dans une association de slam, puisque ça n'aura échappé à personne. Je gravite aussi dans ces milieux étranges, C'est vrai. le milieu de la poésie et du slam, Qui Absolument. dominera un jour le monde. qui dominera un jour le monde. Comme les rôlistes. Comme les rôlistes. Et c'est pour Vous ça que savez. je me suis dit, en fait, ce serait vachement bien qu'on s'y mette ensemble pour dominer le monde. Tout à fait. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'en plus de son activité de salarié et d'une association de slam, même plus que salarié, énormément impliqué dans la vie culturelle, associative, Aurélia avait quand même des bonnes bases sur tout ce qui était éducation populaire, des activités dans pas mal d'associations différentes qui rentrent dans cette démarche d'éducation du grand public. Mhm. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'évoquer ces questions-là. Et Moi, je ne connais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est que l'éducation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'éducation nationale et l'éducation populaire, c'est deux choses différentes. Enfin, il faut déjà que vous me présentiez un peu ce concept. Qu'est-ce que l'éducation populaire? Aurélia. Eh ben, je veux bien m'y coller, sachant que je suis absolument pas spécialiste de la question, que j'expérimente pour l'instant. Et dans ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, effectivement, il y a l'éducation nationale qui est là pour assurer, avoir des fenêtres, sur les bases des clés de compréhension du monde. Juste un petit point, Aurélia. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, prends le temps de réfléchir. Je couperai au montage les moments où tu réfléchis longuement. Si par exemple voilà. Donc détends-toi, Ok, dans le calme, pas de souci, t'inquiète. je me Donc, détends. Du coup, je t'ai pas écouté parce que j'étais en train de penser à ma popote. Répète. Qu'est-ce que tu disais? L'éducation populaire. Donc effectivement, ça intervient en complémentarité avec l'éducation nationale, qui est là pour ouvrir plusieurs fenêtres de base sur des clés de connaissances en fait sur le monde en général. D'accord. Ensuite, il y a, on va dire, l'éducation au sens privé du terme, donc tout ce qui intervient au sein de la famille, proche, etc. Et puis, il y a l'éduc-pop qui s'est plus ou moins rajouté là. Je suis pas encore une fois spécialiste de la question. Je sais que du coup, c'est un mouvement et qui, comme tout mouvement, implique une temporalité et qui s'appuie en fait sur le vivant. C'est un processus. Donc du coup, c'est pas quelque chose de fermé. Ouais. Ça évolue. Il n'y a pas un programme en fait d'éducation populaire. Le Bah, programme évolue en fonction des gens qui pratiquent. Où est-ce que ça se pratique? Où est-ce que ça se fait concrètement? Dans des associations En fait, j'ai envie de dire partout, il y a de l'humain. D'accord. Parce qu'en fait, pour revenir quand même au fondement, grosso modo, le mouvement, il a vraiment émergé après la Seconde Guerre mondiale, où l'idée, là, c'est qu'on était vraiment dans l'urgence de faire en sorte que le génocide, ou les génocides, on va dire au sens large, ne se reproduisent plus jamais. Donc, pour ce faire, il fallait pouvoir former et informer l'ensemble de la population et donc donner des clés de compréhension et accompagner la construction d'un esprit critique. Donc, en fait, on appelle ça l'éducation politique, pour être très clair. D'accord. Donc à la base, le fondement même du mouvement, il est là pour faire l'éducation politique. Et l'idée, c'était d'avoir une attention particulière sur ce qu'on appelle les jeunes,
puisque les jeunes, a priori, sont plus malléables que les adultes, on va dire ça. Enfin, je raconte un peu Bon, après, n'importe quoi en plus. c'est pas le problème d'être malléable ou influençable ou quoi que ce soit. On va pas revenir sur ces questions de pédagogie, manipulation. Non, c'est. Mais non, c'est juste je pense que dans le ils sont sens plus malléable, ouverts. c'est-à-dire qu'ils ils sont peut-être un peu plus ouverts en fait Bah finalement oui, que parce Ils les, sont plus ouverts et en même temps ils sont aussi les dans vieux une que nous phase sommes, de hein. découverte du monde. Donc l'idée c'est d'accompagner cette découverte en, encore une fois du coup proposant le maximum de fenêtres et de clés de lecture, de grilles de lecture. On sait bien, on a tous tendance à avoir des petites cases dans la tête pour comprendre ce qui nous entoure. Et dès que c'est complexe, et ben soit on va être bête et méchant et se cantonner aux cases qu'on nous a appris dans les autres cercles dont on parlait tout à l'heure, soit on va se dire je vais aller chercher un petit peu plus loin pour comprendre l'ensemble des choses. Et l'enjeu de l'EducPop, il est là en fait dans l'accompagnement à cette découverte. D'accord, ok. Mais finalement, c'est une éducation qui se fait en marge de l'éducation nationale et qui vise un petit peu à contrer ce qu'on pourrait appeler le nationalisme. C'est-à-dire que finalement... attention là. Oui, parce que l'éducation nationale vise quand même à faire en sorte que les élèves qui en sortent aient un esprit de nation. C'est-à-dire que c'est bien l'éducation des Français que propose l'éducation nationale. On apprend l'histoire de France, les grands personnages, entre autres, hein, bien sûr, mais le but, ça reste quand même, je pense, dans l'éducation nationale, d'être français, citoyen de la démocratie française. Sinon, le français occuperait pas une si grande part, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous semble choquant ce que je dis? Pour moi, tout à fait. Oui, non, mais c'est choquant, mais ce sont pas tes propos qui sont choquants. C'est en effet l'éducation telle qu'elle est vue à l'heure actuelle par l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est les héritiers du 19e siècle, de Ferry, où en effet l'idée de nation est très très forte. Donc oui, on nous apprend à être des citoyens patriotiques. Oui. Hein, donc voilà, c'est le but. Non, Moi, tes propos moi. ne sont pas choquants. Ouais. Pour moi, c'est choquant, mais j'expliquerai peut-être après. D'accord, ok. Voilà. Parce que pour moi, c'est normal, ça. Est-ce que dans ce cas-là, on peut pas Emmanuel. dire tout simplement que l'objectif, c'est d'arriver à remplir la mission que l'éducation nationale n'a pas réussi à remplir avec l'éducation civique. On n'a pas donné les moyens à l'école de le remplir. Vous savez, D'accord. ces 2 petites heures qu'on avait en 5e, 4e. Ouais. Je pense que juste le souci, il est plus vaste parce que l'éducation civique, ça construit du citoyen, mais des cours d'histoire aussi. Il a quand même fallu attendre qu'il y ait une loi, par exemple, je pense au 10 mai 2001, sur la reconnaissance des esclavages et des traites comme crimes contre l'humanité. C'est la première application de la loi d'avoir un jour officiel en France. Et la 2e ou 3e application concrète de la loi, ça va être de rajouter cette partie de l'histoire dans les manuels scolaires obligatoires au programme en 2001. Sans oublier un petit détail, un petit détail de l'histoire, comme dirait notre grand ami Borg. Mais je pensais notamment à l'histoire telle qu'elle était vue en 39-45. Déjà, moi au lycée, tel qu'on la voyait, la France était un pays de résistants. Voilà, 95% de résistants. Donc on vous apprenait que la France en 39-45, c'était surtout des résistants. Et par contre, le côté collaborationnisme, ouais, c'est con, c'est dommage parce que c'était quand même 90% des gens, donc attentistes ou collaborationnistes. En tout cas, moi j'ai vu le gouvernement de Vichy, on a quand même parlé du maréchal Pétain, on savait quand même que... Oui, bien sûr, mais il y a quand même un gros passage sur la résistance, alors qu'il faut pas oublier que les préoccupations à ce moment-là des Français étaient plus tournées vers le collaborationnisme que vers la résistance. Oui. Il y avait plutôt les 95% résistants, de personnes c'est quelques centaines de milliers de pélos sur des dizaines de millions de gens. Puis après, on peut s'interroger aussi sur la noblesse de la résistance, la façon dont ils sont présentés. Ah oui, ça c'est encore autre chose, mais oui, ça je suis d'accord. Comme des héros, est-ce que vraiment, moi j'invite les gens à regarder par exemple des films comme L'Armée des Ombres, est-ce qu'on peut dire des personnages de l'Armée des Ombres qu'ils sont des héros au sens où on nous les a décrits dans les livres d'histoire? Il y a toutes ces questions-là. Alors non, moi là où je voulais en venir, c'est juste que l'éducation populaire se définit quand même en relation avec l'éducation nationale comme un complément de ce qui est fourni au sein de l'éducation nationale, tel que je le comprends. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'éducation nationale qui va fournir les clés pour être citoyen français, de l'autre côté l'éducation populaire qui va fournir les clés pour... et c'est là que je me tourne vers Aurélia. Quel est son objectif finalement? Il n'y en a pas J'ai vraiment, envie de dire citoyen du monde. Citoyen du monde. J'ose pas l'appellation, donc non, je dirais citoyen tout court, de se dire qu'à un moment, Vas-y, ose. Non, j'ai pas envie en fait. D'accord, très bien.
J'ose pas alors. Non, parce que du coup, je vais pas parler à la place des autres et que du coup, je pense qu'en fait, elle est surtout là pour forger la citoyenneté que la personne a envie d'exercer. Et donc, si après les personnes qui sont bénéficiaires, on va dire entre guillemets, de l'éduc-pop, qui ont envie de se revendiquer citoyen du monde, ok. D'autres, ça va être d'autres formes de citoyenneté, ou même que le mot citoyen, il va pas être utilisé. Comment concrètement, moi j'ai envie de suivre des cours d'éducation populaire. Eh ben ça tombe bien parce qu'il y a un DU qui vient de se créer à Rennes, qui est monté entre autres par l'association Animétis depuis 1 an au sein de l'IUT. Qu'est-ce que tu dis, un DU? C'est les petites bêtes qu'on chasse dans les montagnes, le DU? un diplôme universitaire qui s'adresse aux personnes qui sont en poste, donc des postes le plus souvent d'animateurs ou d'animatrices socioculturelles, des personnes qui sont en lien de par leur travail avec différents types de publics, qui ont envie d'une part de prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle et qui ont envie aussi de s'armer quelque part pour faire remettre en tout cas plus de sens dans leur boulot au quotidien. D'accord, ok. Donc ça, c'est une première piste, on va dire, académique. Donc en même temps, c'est intéressant de se rendre compte que l'éduc-pop, pendant longtemps, elle a fait partie ou a été assez proche du pouvoir, que là, elle est tombée en désuétude. Parce que si je dis pas de bêtises, maintenant, il y a un ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Cohésion sociale, de la Protection des populations. L'éducation populaire, elle n'existe plus officiellement. D'accord. Ouais. J'ai recherché justement au niveau des ministères, ça a énormément bougé ces dernières années et effectivement, ça fait plus partie. Au tout départ, il y avait un ministère où il y avait que l'éducation populaire. Après, on l'a collé à la culture. Finalement, ça faisait pas bon ménage. Parce que c'est français, je pense, de se dire que l'art pour l'art, tout ça, et que du coup, on va pas non plus utiliser l'art comme moyen comme levier vers. D'accord. Voilà. Et donc après, du coup, ça n'allait pas. Donc après, ça a été, donc on a dit la jeunesse, la culture, et maintenant, du coup, il y a plus quoi. C'est un peu comme le droit des femmes, en fait. Les ministères sont pareil. Ah oui, d'accord. C'est des appendices qu'on essaye de greffer à divers ministères, mais il y a un rejet de greffe, c'est-à-dire que j'ai l'impression que personne ne veut s'occuper de ça. Bah, c'est compliqué, je trouve un peu paradoxal dans la définition qu'on en a donnée au début de ce podcast, de dire que l'éducation populaire doit être associée à un ministère, que ça dépend d'une association ou d'un groupe. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas doit être, c'est juste en termes de reconnaissance. Ah oui, d'accord. Ok. Je pense que c'est plus en. Oui, pardon. Excuse-moi. Oui, c'est important. Enfin, qui dit reconnaissance dit normalement subvention. Enfin, s'il y a un ministère de l'éducation populaire, il y a subventions qui vont derrière aux associations. Oui. Donc ça n'existe plus dans les ministères. Ouais, là Par maintenant, contre, ça n'existe plus. Mais au moment où ça existait. Pour la reconnaissance, il y a un agrément. Du coup, qui est délivré toujours par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Et donc, pour l'obtenir, en fait, il faut avoir, c'est pour les associations, 3 ans d'existence, un fonctionnement démocratique, ne pas pratiquer de discrimination. Et je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle du coup un fonctionnement démocratique? Ça veut dire que n'importe qui peut se présenter dans les cellules dirigeantes si on part sur un modèle de base avec un bureau élu et un conseil d'administration élu par l'Assemblée générale. D'accord. Et donc en plus ça t'apprend la démocratie dans son fonctionnement même et dans sa structure même, puisque du coup les gens doivent voter. En termes d'éducation civique, je trouve ça pas mal. On dit souvent, tu sais, des manifestations, Cédric, je me retourne vers toi parce que c'est toi le militant ici, entre autres, que la manifestation et le fonctionnement en fait des AG au sein de l'université, c'est déjà un apprentissage. Enfin, c'est un espèce de passage obligé. Les étudiants qui vivent ça ont une conscience démocratique qui est plus grande parce que ils ont vécu, tu vois le truc. C'est une manière de pratiquer la démocratie autrement que dans le droit. C'est le meilleur exercice, pour apprendre la démocratie, enfin pour pratiquer la démocratie, dans la mesure où c'est beaucoup plus démocratique que ce qu'on a à l'heure actuelle dans notre système représentatif. Parce que c'est plus petit. Plus petit, donc plus facile à faire. Puis évidemment les affaires de corruption et autres normalement n'existent pas, je dis bien normalement. Mais voilà, en fait c'est la démocratie telle qu'elle devrait être pratiquée. Dans les AG, normalement c'est ça. C'est juste qu'elle s'effectue à échelle plus petite, la corruption. C'est-à-dire que c'est parce que c'est mon pote. Malheureusement, dans les cas que je connais, oui, il y a beaucoup de fois où ça s'est pratiqué comme ça. Oui, c'est ça le truc en fait. Aurélia, donc concrètement à Rennes, tu dis que
il y a un DU, donc un diplôme universitaire qui peut être pratiqué, qui peut être accessible par n'importe qui auprès de l'éducation populaire. C'est-à-dire que quand tu fais ce cursus-là, tu obtiens un diplôme après ? Oui, j'ai pas dit n'importe qui, j'ai dit que ça s'adressait en priorité aux personnes déjà en poste. D'accord, très bien. Ouais, ok, d'accord. Je pensais que c'était des personnes déjà en poste qui faisaient les cours, mais n'importe qui pouvait y assister. C'est ça que j'avais pas compris. Je pense qu'il y a une petite confusion là. Donc, Aurélia parlait bien des personnes qui vont faire de l'éducation populaire et pas qui vont apprendre par le biais de l'éducation populaire. On est bien d'accord sur. C'est par qui et pour qui. Voilà, donc, c'est ça. L'éducation tu populaire. Tu peux m'éclairer là-dessus ? Ouais. Donc l'éducation populaire, pour le moment, est faite par des associations, par des individus qui peuvent être tout le monde, dont certains peuvent se spécialiser avec un DU, se professionnaliser en quelque sorte. Donc on est bien. En fait, c'est de permettre l'appropriation des principes de l'éduc-pop dans le champ professionnel en fait. D'accord. Et donc, du coup, je pense que la question suivante qui répond à ce que dit Romaric, c'est pour qui et où aussi. Tu avais la question de où, qui me paraît hyper importante. Oui, c'est super important ça. Une fois qu'on a décidé de faire l'éducation populaire, qu'éventuellement on a passé ce DU ou pas, où est-ce qu'on exerce et en direction de qui ? Qui sont les publics ? Je vais être relou, mais je vais juste revenir pour dire qu'à Rennes, en tout cas, l'éduc-pop se fait pas seulement par ce DU, qu'il y a d'autres assos qui sont formés. Évidemment. Ou des collectifs. C'est tellement, enfin, je pense qu'il faut quand même leur préciser. Ouais, je pense que c'est important de préciser. Sinon, c'est un peu flippant. Ah, il y a qu'un DU, voilà, mais qui est très, très chouette. Subventionné par l'État, en plus. Très bien. L'éducation nationale, pour le coup. Exact. Intéressant, donc on y revient quand même par des biais détournés. Après, du coup, je connais pas. En fait, le DU, il est tout neuf, il a 1 an, donc je sais pas encore ce que vont en faire les personnes qui l'ont suivi. Après, du coup, j'imagine que, comme je disais, il y a pas mal de personnes qui travaillent déjà dans le champ socioculturel et donc qui vont pouvoir mettre en œuvre des projets, puisque c'est plus réfléchi, ou je sais pas trop comment dire, en fait, en tout cas avec plus de sens, ou peut-être en laissant tout simplement plus de place en fait à l'initiative des personnes avec qui ils travaillent, parce que dans la méthode de projet, je fais ça depuis 10 ans sous Rennes, on a souvent tendance à faire à la place d'eux. Du coup, on a commencé nous à être formés à Rennes avec une asso qui s'appelle l'escargot migrateur, et notre formateur Tanguy Wanen nous disait ce que tu fais c'est quoi ? Ce que tu fais pour l'autre sans l'autre, tu le fais contre l'autre. C'est marrant ça. Et dans la démarche de méthode de projet, c'est juste flippant parce qu'on se rend bien compte souvent que soit on répond à des commandes publiques, soit on répond à son intérêt personnel, soit on a croisé 2 personnes qui se disent ça peut être bien de faire ça ou ça, mais en aucun cas du coup on est là pour faire l'essence même de notre boulot d'animateur socioculturel, c'est-à-dire de pouvoir répondre à un moment à des besoins qu'on a identifiés d'une façon ou d'une autre ou à des attentes et de se dire à partir de là on va monter un projet pour y répondre et que nous là on soit juste des accompagnateurs et pas force de proposition comme ce qui est le cas le plus souvent à mon sens. Après c'est pas la vérité absolue, c'est ce que j'observe dans les pratiques. D'accord, ouais. Donc c'est un petit peu finalement à la carte, c'est-à-dire que les personnes viennent avec leurs problématiques et vous essayez au mieux d'y répondre. Dans la manière dont tu présentes les choses, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Dans l'absolu, ça se passe comme ça. Après, il y a un autre collectif à Rennes qui s'appelle Si on s'alliait. Et eux, c'est des vrais éducateurs populaires. C'est-à-dire que nous, on est domiciliés. Quand je dis nous, c'est l'association Slam Connexion. On est domiciliés dans un pôle associatif. Et donc, Nico est passé dans les bureaux pour savoir si jamais il n'y avait pas des trucs qui nous mettaient en rogne et sur lesquels on avait envie d'agir. D'accord, ok, très bien. Pour qui ? Est-ce que je pourrais juste reposer une petite question par rapport à cette histoire de DU ? J'aimerais bien mettre les pieds dans le plat et avoir ton opinion, mais tu as le droit de... Est-ce que tu penses que c'est une façon de récupérer, de maîtriser le truc, justement, par une institution qui, jusque-là, laissait faire le truc, laissait faire les assos en n'y touchant pas trop ? Je pense pas. Encore une fois, je n'ai pas participé au montage du DU, donc je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a à la fois des représentants de l'université qui sont présents et il y a à la fois des associations de terrain. Donc je pense que c'est pas un danger parce que justement les assos de terrain, elles sont là pour garantir la bonne application entre guillemets des principes fondamentaux de l'éduc-pop. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose et je pense même que j'envisage de suivre ce DU quand j'aurai un peu plus de temps. Pour qui ? Comment est-ce que on profite de l'éducation populaire et qui en profite ? Je reviens à mes questions. Oui, non, c'est le terme de profiter d'eux.
Ah oui, d'accord, ok. Non, mais j'ai bien compris le principe. Hein. Comment on suit les cours? Ouais, comment on suit les cours, comment on assiste, comment on participe au projet aussi, parce que c'est l'investissement. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on va apprendre en participant en fait. Du coup, moi, j'ai pas suivi le DU. Par contre, la formation que j'ai fait avec l'escargot migrateur, c'est qu'en fait, on fait pas à la place d'eux. Il n'y a pas un cours magistral qui dure je ne sais combien d'heures. C'est en faisant qu'on apprend et qu'on est tous porteurs d'expérience. À partir de là, c'est la première ressource qu'on ait. Et si on n'est pas trop bête, on arrive à partager avec l'autre. Et puis, en mettant en ébullition plusieurs cerveaux ensemble, on va trouver des solutions qui conviennent aux problématiques qu'on a identifiées. D'accord, donc il n'y a pas de salle de classe dans laquelle on suit des cours d'éducation populaire. Je pense qu'il peut y en avoir parce que dans la formation telle qu'elle est conçue en France, ça se passe quand même comme ça et que c'est quand même pratique d'avoir un endroit au-dessus des têtes pour réfléchir. Alors là, on parle toujours bien des personnes qui se forment à l'éducation populaire, pas directement du public qui va le suivre. Oui, parce que là, du dans coup, les quartiers, sur la discussion qu'on a, là, je me remets quand moi j'ai suivi une formation d'éduc-pop où effectivement c'est la première formation que je faisais depuis longtemps où il y avait des petits topos, sauf que par exemple la journée commençait avec des jeux. On est adulte, c'est bizarre. Tu fais pas une formation sérieuse pro, c'est quand tu commences une journée en jouant, quoi. C'est bizarre. Ouais, mais c'est bizarre, mais c'est bien. Oui, parce que du coup, ça. On va peut-être en reparler après. Peut-être. Ouais. Mais voilà. Et du coup, on a passé vachement de temps à l'extérieur, à faire des enquêtes, à observer juste ce qui se passait autour de nous, et puis apprendre aussi à communiquer autrement qu'effectivement en étant dans une salle enfermée 24 heures sur 24, où là on se dit faut qu'on réfléchisse à telle ou telle question. Tiens, on va aller se promener. On va faire il y a un jeu par exemple qui s'appelle le pense-écoute. Pendant 3 minutes en fait, j'écoute Manu parler. D'accord. J'ai pas le droit de l'interrompre, donc je mets un chrono. Le chrono sonne. Ah mince, c'est peut-être 6 minutes. Je sais plus si c'est 3 ou 6 minutes. Bon, voilà. Donc le chrono sonne au bout des 3 ou 6 minutes. Du coup, j'ai 1 minute pour reformuler ce que je viens d'entendre et après c'est à moi de m'exprimer. Et donc après l'idée c'est qu'on vient en groupe et il y a une synthèse. C'est hyper intéressant quand on sait par exemple que le partage de la parole entre les femmes et les hommes, il est complètement inégalitaire. Ça permet déjà juste de rétablir cette balance-là au niveau des inégalités femmes-hommes. Ouais. Et de façon plus large, même si c'est 2 personnes du même sexe qui parlent, quand on est pris dans le fil de la discussion, on a aussi tendance à se couper la parole, à dire tiens ça voilà. Donc là du coup ça respecte les choses. Et puis le temps aussi c'est important parce que oui en fait c'est 6 minutes parce que les 3 premières minutes, il y a des études qui l'ont montré. Généralement, on dit un peu les trucs qu'on nous a dit de dire ou qu'on nous a entraîné à penser. Sauf qu'après, au bout de ces 3 minutes, on commence plus à parler vrai, entre guillemets, à se dire en fait, le vrai truc qui me chiffonne là-dedans, c'est pas ce que je t'ai dit là au début, ça va être ça et ça. Ouais, donc, du coup, ça permet d'étirer la pensée. C'est un truc tout con. Moi, j'ai testé aussi dans la sphère privée et ça marche assez bien. D'accord, ok. Où est-ce que ça se pratique? Où est-ce qu'on... J'ai l'impression qu'on se comprend pas sur ce qu'est l'éducation. Non, parce qu'en fait, Emmanuel, c'est vrai que moi, je suis géographiquement entre, t'as bonne les place, deux. Là. Ouais. Donc, il y a vraiment différents étages. En fait, il y a donc les gens qui enseignent comment on fait de l'éduc-pop. D'accord. Donc, par exemple, les personnes avec qui enseignent. Ouais, qui transmettent. Et puis il y a finalement l'échelon que tu pratiques toi, Aurélia, que j'ai pu pratiquer un petit peu à ma façon aussi. Je prends cet exemple parce que je pense qu'on y reviendra. Mais avec les petits débrouillards, qui est une association de vulgarisation scientifique, où on fait aussi entre autres de l'éducation populaire. Et donc là, pour le coup, on a des animateurs qui sont formés plus ou moins directement par les gens comme toi, Aurélia, et qui vont intervenir auprès du grand public. Donc Aurélia, toi, tu formes des animateurs. Alors, ça c'est ma 3e casquette. En fait, j'enseigne sur un cours de TP à l'IUT. Dans le cadre du coup du DUT carrière sociale, option animation socio-culturelle. Moi, j'interviens sur le TP animation culturelle. D'accord. Donc là, je suis vraiment en situation de formation. De formatrice, ouais. Et avec l'association Slam Connection, vous faites aussi... J'ai pas le droit de faire de la formation avec Slam Connection. Vous faites pas directement, mais vous travaillez avec des bénévoles qui vont, eux, pouvoir animer... vous avez des services civiques, par exemple. Alors, c'est pas toi directement. Du coup, c'est plus de la formation, pour moi, c'est de la transmission. C'est de la transmission, pardon. Excuse-moi pour le... Oui, un truc que je comprends pas, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on fait tous de l'éducation populaire. À partir du moment où on fait, par exemple, un podcast hebdomadaire sur le jeu de rôle, on fait de l'éducation populaire. Je pense. On en fait partie. Je pense. Moi, je suis pas certaine, par exemple, à la fac, de faire tout le temps l'éduc pop. Je donne des clés de méthode de projet, je fais pas tout le temps de l'éducation populaire. Alors, est-ce que justement la différence, c'est
pas la cible? Et est-ce que l'éducation populaire, c'est pas quand on s'adresse à un grand public qui n'a pas accès ou qui a accès à d'autres connaissances ailleurs? Est-ce que on fait pas de l'éduc-pop à partir du moment où on a un public en face de nous, des enfants, des adultes qui n'auraient pas eu ces connaissances-là, n'auraient pas eu des débats, des discussions, n'auraient pas eu accès au podcast, etc. Ou n'auraient pas trouvé sur Internet ou dans leurs études de base les informations. Le truc, c'est que l'éduc-pop, ça va plus loin que ça. C'est non seulement donner accès peut-être à certaines connaissances, à des clés de lecture, mais l'idée aussi à la base, c'est de produire de la transformation sociale. Ah, parle-nous de ça. C'est-à-dire... J'aime bien comment ça arrive brusquement. Allez, vas-y, parle-nous de ça. Eh ben, pour donner un exemple très concret, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai travaillé avec le centre social de Morpa. D'accord, je commence à comprendre. C'est ça. C'est quoi ? C'est tout ce qui vise à enseigner en fait à des gens des éléments que l'éducation nationale ne fait pas, mais qui pour autant sont indispensables à la vie civique. Il y a ça, mais je pense qu'il faut vraiment faire gaffe aux termes parce que j'ai pas enseigné. En fait, j'ai discuté avec des gens parce que l'une des idées fortes de l'éduc-pop, c'est aussi de se dire que c'est pas parce que t'as pas fait une thèse ou que t'as pas ton bac que t'es pas riche de savoir. Ça, et l'idée, en fait, c'est à la fois d'accompagner cette conscientisation par les individus et de les accompagner aussi pour aller plus loin. Je reprends du coup mon exemple concret. Donc voilà, je suis au centre social. Il y a un des outils de l'éduc-pop qui s'appelle le porteur de parole. Donc là, je l'ai fait à ma sauce parce que j'étais toute seule pour l'animer. Et l'idée en fait du porteur de parole, c'est d'installer dans un espace où il y a des gens un tableau avec une question. Donc là, la question c'était 70% des tâches domestiques sont assurées par des femmes. Et la question volontairement polémique que j'ai posée, c'est est-ce que ça doit changer ? Et donc en fait, mon taf, c'était j'avais ce panneau-là qui était ce tableau dans l'espace public, et j'allais à la rencontre des gens. Donc là, on était vraiment dans une rencontre interpersonnelle. Donc je disais aux gens, moi je me pose cette question en tant qu'animatrice, et puis en tant que femme, et puis en tant que citoyenne et en tant qu'individu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc on va dire que 95% des gens m'ont dit oui, ça doit changer. Deuxième question, pourquoi ça devrait changer ? Donc là, généralement, il y a un petit blanc. Donc après, les gens commencent à discuter. Et donc, j'ai eu 40 échanges à peu près avec les personnes qui étaient en attente de rendez-vous dans ce centre social. Et donc, au fur et à mesure des rencontres, j'inscrivais la synthèse, on va dire, de nos échanges sur un post-it, de façon à ce qu'encore une fois, on était dans un espace public. La personne qui rentre et qui est pas au courant, avec qui j'ai pas discuté, voit le tableau avec la question, voit des éléments de réponse, puisse venir me solliciter si elle en ressent le besoin pour me dire je comprends pas pourquoi c'est marqué ça, parce que moi je pense que. Et donc l'idée c'est de la collecte de parole. Donc on en vient à mes questions de tout à l'heure. Par qui, pour qui, où ? En fait, ces questions n'ont pas de sens parce que ça va dépendre de l'intention en fait alors on parle pas d'enseignement, mais de la question ou du questionnement, de la problématique que vous avez envie de soulever. L'éducation populaire, elle peut très bien survenir en pleine rue. Dans un podcast, il n'y a pas d'espace dédié, donc il n'y a pas de salle de classe. C'est ça qui est intéressant, puisqu'en fait les espaces d'accès au savoir, ils sont partout, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, de se dire il y a que à l'école on peut apprendre des choses. Les lieux de formation, ça peut être dans un square, dans un pôle associatif. Et vous n'êtes pas embêté par le fait que il n'y a pas un diplôme ou quelque chose qui est remis aux gens qui suivent votre enseignement. Il n'y a rien finalement pour attester que j'ai suivi la formation ou l'information de telle personne qui fait de l'éduc pop. Ça t'ennuie pas ça ? Ou à moins que ce que je dis est parfaitement faux et qu'en fait, à la fin, quand on a fini d'écouter ce podcast de la cellule, on remet un diplôme. Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai commencé quand tu demandais au début je ne sais plus quelle était la question. Où est-ce qu'on se forme ? Tu m'as parlé de formation et j'ai parlé du DU. Ouais. Sauf que du coup, je pense que c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres villes en France ou même en Europe ou de par le monde. Mais oui, en fait, les espaces de formation, ils sont partout et ils s'adressent à toute personne qui a envie d'eux. Donc je pense qu'au contraire, c'est plutôt intéressant de savoir que dans l'absolu,
chacun et chacune puisse s'en emparer. Après, peut-être qu'effectivement, ça peut être dangereux, parce que ça peut être aussi mal utilisé, effectivement. C'est ce que j'allais te poser comme question, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'empêche de faire une super formation sur les idées merveilleuses d'Adolf Hitler, point Godwin, pardon. Ouais, direct, non mais c'est clair. Qu'est-ce qui m'empêche de faire de l'éducation populaire sur des idées antisémites La loi, t'as pas le droit de faire ça. Exact. Nous sommes dans un état de droit. Aurélia, très bien répondu. Après, c'est vrai que par exemple, moi, je me suis posé la question pour les petits débrouillards. On parle beaucoup d'énergie, des questions éthiques liées à la science. Effectivement, tu peux tout véhiculer, même la religion, par exemple. Tu peux faire un truc quelque part, même. Ça te pose pas problème? Les scientologues, ils sont pas hors la loi? Si, l'église de Scientologie hors la loi, mais je veux dire je peux très bien faire un truc d'éducation populaire pour faire en sorte que les gens adhèrent à la Scientologie. Bah non, là c'est plus de l'éduc-pop. Si tu fais une intervention d'éducation populaire axée sur les religions, déjà tu vas parler de l'ensemble des religions et pas de une religion. Qu'est-ce sinon qui me c'est du contraint à le prosélytisme. faire? Qu'est-ce qu'il y a la discrimination. En fait, c'est-à-dire parce qu'à partir du moment où je pense, c'est si tu ne parles que d'une religion, c'est que fatalement par défaut tu vas discriminer les autres. Donc dans ce cas-là, tu parles pas de la religion. Pas, voyons, il n'y a que la Scientologie, oui. Cédric. Voyons. Certes, bien sûr, comme il n'y a que le christianisme, voilà. comme il n'y a que. Non mais c'est ça. D'accord. Non mais le problème, c'est que j'arrive pas à voir comment est-ce qu'on contrôle les gens qui font ces formations. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle derrière. Ah oui, tu peux pas contrôler. Ouais. Parce que donc si c'est l'État qui contrôle, dans ce cas-là, ça veut dire que, si l'État contrôle. Oui. C'est-à-dire pas seulement par l'intermédiaire de la loi. Oui. Ça veut dire que du coup, on n'est plus dans l'éducation populaire. Ouais, on est dans une éducation formatée. Enfin, je pense pas. L'idée, en fait, c'est encore une fois, c'est une alternative. Ouais, mais justement, cette alternative. On scrollait tout à l'heure sur Wikipédia en se disant c'est fabuleux, ça devient une référence, et puis on se souvenait des études qui disent que Wikipédia, tu peux pas trop dire de conneries parce que généralement on tombe sur le rable très très vite pour corriger. Et est-ce que justement moi, toutes les fois où je me suis retrouvée à des séances comme ça, qui pouvaient être plus ou moins orientées éducation populaire, il y avait énormément de gens autour, avec énormément de culture, énormément de connaissances. Et j'ai la très nette impression que si quelqu'un débarquait et faisait l'éloge de la scientologie, ça irait pas très très loin, ça durerait pas très très longtemps. Est-ce que c'est pas quelque chose de très bien autorégulé? D'accord. Aurélia. Ton sentiment. En fait, il y a deux choses. Il y a une autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, dans l'absolu, tu fais pas l'éduc-pop tout seul. L'idée, c'est qu'en fait, on est plus fort pour agir ensemble, déjà pour réfléchir et ensuite pour construire une stratégie d'action. Donc, ça veut dire effectivement, on parlait d'autorégulation. Et que je pense qu'il y a un truc aussi qu'on a un peu zappé, c'est qu'il faut aussi à un moment qu'on soit capable de se faire confiance les uns les autres et être capable. Enfin, ça fait un peu, je trompe là, mais. Oui, moi quand je t'entends parler d'éduc-pop, effectivement, j'entends la musique des Schtroumpfs et tout ça, effectivement. Merde, je rappelle qu'on parle d'éducation politique. Si on prend effectivement l'exemple des Schtroumpfs, c'est extrêmement intéressant, mais c'est pas forcément le débat. Mais c'est surtout, qu'à mon sens, c'est nécessaire. Enfin, c'est comment dire. Il faut une contre. On est obligé de créer un système qui se veut idéal ou idéaliste, comme on veut. C'est comme l'autogestion en politique. Si tu n'adhères pas à ces idées-là, ça ne sert à rien de faire autre chose. Donc oui, ça fait un peu schtroumpf-lala, mais s'il y a personne pour le faire, s'il y a personne pour donner l'exemple, attention, pas donner l'exemple en tant que moralisateur, machin, mais tout simplement pour agir, ça verra jamais le jour. Donc t'es obligé d'être considéré comme un schtroumpf-lala. Non, moi, si un jour, je veux dire, y a des millions de gens qui font un schtroumpf-lala, ton schtroumpf-lala, ça deviendra la norme. Non, mais je suis d'accord, hein. C'est pas tout à fait. Voilà, merci au schtroumpf-lala pour sa participation. Spécial dédicace au 9-4, toi-même, tu sais. Non, mais c'est vrai que il y a un problème, en fait, dans le mot éducation populaire, c'est que on a la sensation, parce que l'éducation, en fait, en général, c'est quelque chose qui nous grandit. Enfin, je veux dire, le principe de l'éducation, c'est qu'on grandit à travers cette éducation. Le problème de l'éducation, qui nous change, mais qui nous change. Ah, c'est différent. Oui, parce que c'est grandi, il y a le terme d'évolution. Oui, justement. On a l'impression qu'il y a une courbe qui monte. Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que l'éducation populaire, c'est juste un cadre de discussion et d'apprentissage qui est laissé par les droits civiques de la Constitution européenne, c'est-à-dire droit de se rassembler, droit de discuter, droit d'échanger, droit de défendre des opinions, etc., etc. Tous ces droits, en fait, c'est liberté d'expression. Mais finalement, à l'intérieur de ces groupes, ce qui va s'exprimer, ça reste quand même des opinions.
Et le problème, c'est que le but d'une éducation, c'est pas de transmettre des opinions, c'est de transmettre des savoirs et des connaissances. Et c'est un peu le... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors là, pour le coup, je suis même pas sûre. Même pour les savoirs et les connaissances, j'aurais Que ce plus soit pas parlé des opinions. d'outils. Et du coup, j'avais plus l'impression, moi, de ce que j'en ai vu, que justement, à la limite, tu posais plus de questions, un peu comme dans l'exemple que tu as donné. Tu as demandé aux gens ce qu'ils en pensaient de ce partage des tâches hommes-femmes. Et t'es pas allé leur apporter des connaissances. D'accord. Et donc peut-être que par ce biais-là, de toute façon, tu peux pas apporter des connaissances fausses, tu peux pas apporter des choses orientées. Enfin, si tu pourras toujours orienter. Pardon, oui. Je pense que tu fausses le terme éducation. Et puis tu vas voir, comme disait Aurélia tout à l'heure, je pense, c'est toi Emmanuel qui disait ça, qu'il y aura une autorégulation aussi du groupe. J'y crois, on va mais quand même revenir sur la question là, d'opinion parce que tu me titilles un peu là. Hein. Non, mais si tu veux, je pense que il y a eu un débat philosophique qu'on peut avoir sur connaissance, savoir, opinion. Ça, voilà. Sait pas vraiment ce que c'est, comment distinguer. Mais ça résonne dans la tête des gens. L'opinion, c'est quelque chose qui est pas forcément vérifié. C'est quelque chose qui n'est pas forcément réfléchi. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Mais après, en fait, moi, je pensais à un cas plus prosaïque parce que c'est vrai que oui, on peut débattre connaissance, opinion. Je pensais à l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est pas un ensemble de connaissances, hein. C'est un ensemble d'opinions. Quand on voit l'histoire géo, c'est un ensemble d'opinions. Non, l'éducation nationale vise vraiment à faire en sorte que les enfants acquièrent des connaissances. Après, est-ce que c'est bien fait ? Sûr, mais c'est une question. Mais c'est une sélection d'informations. La sélection d'informations n'amène pas des connaissances, ça amène des opinions. Oui, enfin, l'objectif, c'est... Pardon, vas-y Emmanuel. Ouais, l'objectif de l'éducation de base, et c'est pour ça qu'on a des troncs communs, c'est justement de sélectionner les informations les plus universelles et les moins discutées pour les faire acquérir aux gamins, que ce soit en sciences, que ce soit en littérature. Ah, mais ça, c'est dommage. Hein. Enfin, ça, c'est dommage parce que du coup, ça veut dire que les plus universels, les plus partagés sont dans le vrai en fait. On les fait acquérir comme étant vrais. Il y a des choses qui sont plus validées que d'autres. Enfin, je vais me faire taper dessus si je parle de mathologie parce qu'il y en a qui sont peut-être pas d'accord. Mais enfin, non, mais je veux dire, que... non, mais il y a des choses qui sont nécessaires à la construction de savoir plus creusé. Et avant de poser la question, enfin de poser des questions d'enseignants-chercheurs en histoire avec un bac+8, il faut que tu apprennes les bases de l'histoire au primaire et au collège. Quoi. Alors, ça, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord sur le principe, mais je trouve que cette sélection d'infos en fait amène des manques. Je prends d'histoire, je prends de l'histoire ou l'économie. Je prends de l'économie pour changer un peu, mais voilà, en fait, en gros, on apprend. Bon, après, c'est expérience, c'est des gens qui vont rapporter énormément, parce que moi, j'ai pas fait écho, mais il existe deux choses, alors, le capitalisme et le communisme. Voilà, il y a ces deux théories qui existent, et puis il y a rien d'autre. Attendez les gars, on vous apprend ça jusqu'à 18 ans quand même, hein. Et jusqu'à 18 ans, non, il n'y a pas de théorie alternative. À 28, j'ai du mal à les comprendre, alors à 18, je sais pas si je leur assimile. Non, mais bien sûr, mais après on peut vulgariser, ça se fait, hein, expliquer le communisme et encore, voilà. Mais il y en a plein d'autres des théories alternatives, et puis on peut faire des théories sans argent, et puis, mais tu vois, il y a des prédicats qui sont présents, qui font office de connaissance, comme par exemple l'existence de l'argent indispensable à l'humain, alors que si on dégage ce prédicat, non, on a d'autres théories alternatives qu'on n'explorera pas, parce qu'on pense que l'existence de l'argent est un prédicat nécessaire, c'est une connaissance. Or non, c'est une opinion. Et du coup, je trouve ça gênant, quoi. Oui, sauf que ça, c'est une conséquence pas tant de ce que racontent les profs d'histoire géo et d'économie, c'est une conséquence de... En fait, je crois que tu confonds opinion et prémices, Cédric. Dans un raisonnement, il y a un ensemble de prémices qui sont pas discutées, on les pose comme un axiome. Par exemple, si tu prends, l'argent est indispensable. Enfin, tu vois, c'est une prémisse. Après, on peut toujours discuter des prémices. Mais on s'en fout parce que les prémices amènent des opinions, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas. À partir du moment où on les discute et on les interroge et où on a des bonnes justifications pour croire que l'argent est effectivement indispensable aux échanges entre les individus, je pense que ça devient plus une opinion, mais bel et bien une connaissance. Si tu peux en donner des très bien, mais ne pas poser le fait que l'argent n'existe pas, c'est un problème. Je pense qu'il faut faire un porteur de parole là-dessus. Pardon. Et un podcast entier peut-être. Ouais, c'est ça exactement. Donc du coup, c'était bien pour poser le problème de l'éducation nationale qui n'amène pas des connaissances, ça amène des opinions. Ouais. Non, je suis pas d'accord avec toi, Cédric.
Je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que si on prend par exemple l'ensemble des cours d'histoire qu'on a reçus, il y avait quand même énormément d'études de documents dans lesquels on nous demandait de prendre du recul par rapport aux sources, de justifier. C'est-à-dire que si tu prends par exemple tous les exercices qui sont proposés à la fois en français, en histoire, en philo, ça sont des outils. Oui, mais même des outils. Oui, mais je ne dis pas que tout est mauvais. Non, mais ce que je veux dire, c'est des outils. Que chaque fois qu'on te demande d'amener à une information, même en maths, on te demande de la justifier. Vérifier, justifier, ce sont les mots qui reviennent le plus dans les DS de maths. Les maths, c'est encore différent. Ce que je veux dire, c'est on te demande de justifier avoir des selon des connaissances que tu as déjà. Enfin, c'est selon ton cours ou autre. On te demande pas de faire un raisonnement philosophique sur, je sais pas, la guerre de Crimée, quoi. Enfin, et donc, pour en revenir à l'éducation populaire, elle a la chance de pouvoir éventuellement exactement. aller je pense plus que loin. l'éducation populaire a plus de chance parce que du coup, moins formatée. Et du coup, je pense que en fait, elle a les défauts de ses qualités, cette éducation populaire. C'est exactement ça, en fait, avec cette histoire d'autorégulation. Enfin, après, vous m'interrompez si je me plante. Mais avec cette histoire d'autorégulation, justement, on a plus de chances d'accéder à pléthore d'opinions, mais qui seront plus en fait justifiées que les connaissances qui nous sont apportées par un système qui Dans l'autorégulation dont tu parlais, Emmanuel, il y a aussi le risque qu'un groupe ensemble se galvanise sur l'idée que non, la femme elle doit rester à la maison. Ça c'est le risque du communautarisme. Ouais. Bah oui, c'est ça en fait moi qui me pose problème, c'est que là tu dis oui. En fait, moi j'ai l'impression quand tu nous parles des groupes d'éducation populaire auxquels tu as participé, que les gens qui ont participé à ces groupes étaient d'ores et déjà éduqués. Mais c'est quoi ces groupes d'éduc pop là? En fait, je suis perdu moi, je comprends pas de quoi on parle. Ah ben ça c'est intéressant. Non, c'est sous forme d'hypothèse, je pense que Ron pose. C'était dans l'hypothèse où on a un groupe, par exemple, qui fait une formation sur divers trucs, je sais pas, sur un atelier de réflexion autour, par exemple, de la place, justement, très bien, de la place des femmes dans la société, ou même du fait qu'elles fassent justement 70% de tâches ménagères. Et ben voilà. Et la situation que nous décrivait Emmanuel tout à l'heure, il y a déjà les gens qui sont autour de la table, ils sont déjà éduqués au féminisme. Pas ceux que j'ai rencontrés. Je pense pas. Enfin, dans l'exemple d'Aurélien, il me semblait pas que c'était le cas. Hein. Ah bah justement. Alors je vais développer un peu plus. Donc Aurélien. je rappelle, j'étais dans un centre social sur un des quartiers prioritaires de la ville de Rennes, le quartier de Maurepas. Et mon boulot là en tant qu'éducatrice populaire, ça va être d'interroger les personnes pour. Qui t'a juste confié cette mission? Qui t'a confié les? Alors je me suis auto-confié la mission en partenariat du coup avec une asso féministe qui s'appelle Question d'égalité, qui joue d'ailleurs ce soir à un outil de l'EducPop qui s'appelle les conférences gesticulées à 20h30 au centre social. Le problème c'est que comme nous ne sommes pas en direct, c'est enregistré. Oui, quand même, c'est important de le dire qu'il y a d'autres outils. Et donc c'est une information sur le clitoris. C'est une conférence gesticulée sur le clitoris, ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, non mais c'est un exemple typique d'éducation populaire très intéressante parce que quand on fait des petites interviews comme ça auprès de ses copains, quand on a 18 ans, entre 16 et 18 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de ses copains qui savent que ça existe, ce petit truc-là. Et c'est grave. Parce que voilà, les hommes qui ne connaissent pas cet engin, c'est non seulement grave, mais je pense qu'il y a aussi une portée sociale qui fait que dès qu'on va parler de clitoris, je pense que ça a bloqué déjà beaucoup de gens. Mais qui s'intéressent le plaisir féminin. Et ça, je trouve ça grave. Ouais, mais enfin en même temps, on parlerait de phallus, ce serait pareil, Cédric. Hein. Oui, non mais tout à fait. Oui, non mais c'est triste justement que. Oui, c'est triste. Oui, non mais je suis d'accord. C'est pour ça que j'aime bien ce genre d'initiative parce que justement c'est un peu choc et c'est. Et comment dire, voilà, je pense que c'est plus susceptible d'interroger en fait les gens. Mais pour revenir à ce que voulait nous dire Aurélia, juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a ces formes de conférences gesticulées, il y a comme tu as fait porteur de parole, tu fais des ateliers d'écriture avec SOS racisme et questions d'égalité autour du slam. Enfin, il y a plein de formes différentes aussi qui sont existantes. Il y a plein d'outils à créer. Toucher plein de gens différents. C'est génial, mais c'est. Vous voyez, enfin bon, je voudrais revenir sur Maurepas, si ça ne dérange pas donc, trop. Donc le centre social, mon porteur des paroles. Donc je sais pas qui j'ai en face de moi quand je commence à aller discuter avec les gens, mais je suis vraiment dans un échange. Sauf que moi, j'ai déjà un peu réfléchi à la question et je suis pas là pour donner mon opinion. Je suis là pour recueillir la leur. Après, quand des fois, effectivement, j'entends des choses qui me plaisent pas forcément, j'essaie de faire en sorte que les gens aillent un peu plus loin dans l'argumentaire qui développe. Je suis bête, en fait, j'aurais dû prendre les résultats. Ouais, ça aurait été intéressant de voir. T'es bête ou t'aurais dû apporter les résultats? Oui, t'aurais dû apporter les résultats. Non, c'est moi qui suis bête de pas lui avoir demandé. Non, mais c'est un...
comment dire, en fait, je trouve que c'est la première fois où une des premières fois où j'ai eu vraiment l'impression de faire de l'éducation politique. Parce qu'en fait, quand je discutais avec les gens, ils me disaient, bon, bah oui, je pense que c'est normal, et voilà. Donc après, je me demandais concrètement comment vous feriez pour que les choses changent. Et l'idée, c'est qu'en fait, les solutions qui étaient proposées, d'autres en fait puissent s'en saisir ou qu'eux-mêmes se disent tiens, finalement j'y avais pas pensé, le fait d'échanger avec quelqu'un que tu connais pas, ça peut aussi amener d'autres choses, soit encore une fois dans la réflexion, soit juste dans l'action. Ouais, c'est intéressant comme démarche quand même. Et juste quand même pour la petite blague, la deuxième question qui était posée mais qui a pas eu beaucoup de succès, c'était prendre la parole, c'est agir, parce qu'en fait c'était la thématique du 8 mars au niveau national. Prendre la parole et agir. Et comme à la base, moi, je suis animatrice d'atelier d'écriture, la question que je me posais, c'était de se dire si le fait déjà de parler en public sur un sujet, on va dire, polémique, est-ce que c'est déjà un début d'action ou pas ? Bah, évidemment. Enfin, on s'en fout de ton avis. Non, je suis désolé. Oui, d'accord. Je suis un bon élève, on me pose une question, je sors les crayons et j'ai 4 heures et voilà. Je voudrais revenir quand même sur cette histoire on touche les gens qui sont déjà éduqués, parce que c'est vrai que là, du coup, tu t'es retrouvé dans un endroit où les gens, ils avaient peut-être des difficultés à t'éviter, mais il y en a peut-être qui sont passés à côté. Les gens du spectacle, de la conférence gesticulée qu'on va voir, ils là, ont envie d'y aller. Oui, on n'est pas du tout dans la même démarche qu'une conf où là, c'est un spectacle qui est présenté, où tu achètes ta place, tu anticipes et tu t'organises pour voilà. Là, les gens, je les ai pris en otage, clairement. Après, il y en a très peu qui m'ont qu'on refusé de discuter avec moi, mais j'ai eu je leur ai pas laissé le choix. Et après, ça te donne raison, Cédric. S'ils me disaient non, j'ai pas envie d'en parler, je respectais leur choix, je les ai pas forcés. Après, ils ont tous échangé volontiers quand je me suis présentée et que je leur ai posé la question. Tu te rends compte, tu les obliges à être libres, c'est dingue. Tu les obliges à se libérer de leur propre déterminisme. Je ne répondrai pas. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais du coup, ça veut dire que oui, effectivement, il y a des gens qu'on va être obligé de forcer. Alors quelque part, c'est ce que fait l'école en obligeant tout le monde à y aller jusqu'à 16 ans. Voilà, donc est-ce qu'il y a un moment l'école en fait elle apprend à tout le monde la même chose. L'éduc-pop, la variante, on va dire, c'est que c'est plus ou moins individualisé, parce que là j'aurais très bien pu aller discuter du rôle du post-colonialisme dans leur vie quotidienne, que je les aurais pris en otage. Pareil, sauf que du coup, peut-être que si j'étais revenu le lendemain sur cette autre question, j'aurais pas eu les mêmes personnes, ou alors ils se sont dit merde, elle nous suit. Je pense que les gens qui sont motivés pour faire ce genre d'action, parce que là on voit bien que tu t'es motivé toi-même, tu t'es Mais je me suis motivé moi-même. En fait, à la base, je devais animer des ateliers d'écriture sur la question de l'égalité non mixte, donc avec que les femmes du quartier. Et quand on a lancé les inscriptions, je sais plus, 1 ou 2 semaines après, on n'avait pas assez d'inscrits. Donc je me suis dit, moi j'ai quand même envie de faire quelque chose, et j'ai quand même envie qu'on réponde à certaines questions que moi je me pose, ou des choses, des préoccupations en fait qui reviennent assez souvent dans la vie d'une femme. Et donc je me suis dit, ok, on laisse tomber les ateliers parce que peut-être ça fait peur aux gens. En plus c'était marqué atelier slam, expression, ça fait beaucoup de notions en même temps ingurgitées, ça peut paraître aussi un peu barbare. Donc je me suis dit, je vais les laisser tranquilles, et moi je vais me mettre en action et je vais aller provoquer l'échange. D'accord, ouais. Mais tu vois ce qui veut dire, là où je voulais en venir, c'est juste que comme c'est toi-même qui prends l'initiative de faire ça, il y a quand même plus de chances pour que les personnes qui le fassent aient un propos derrière. Là, typiquement, par exemple, toi, ça va être le féminisme, ou la libération de la parole, ou la réflexion sur ses propres déterminismes sociaux, ou la conscience civique. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on écoute les exemples que tu as cités, c'est ça, grosso modo. Là, j'ai balayé à peu près tout le spectre. Pourquoi est-ce que tu fais ça, et pourquoi est-ce que tu te motives, et pourquoi est-ce que tu te bouges, en fait, pour faire ça ? Parce que tu crois en ce propos-là. Et c'est un petit peu... Ça va dans le sens de ce que disait Emmanuel tout à l'heure à propos de l'autorégulation de l'éducation populaire. Pour prendre la parole en public, animer des ateliers, avoir envie de faire ça, il faut finalement avoir, à mon avis, un propos enrichissant pour les gens à défendre. Le problème est dans le cadre de la religion. Où là, moi, je suis désolé, mais je pourrais très bien faire de... si, parce que là, t'as un propos à défendre. En même temps, le propre des intégristes, c'est justement de pas amener leur
leurs idées au débat. C'est justement de bloquer tout débat et de bloquer tout échange. Attention. Tout à fait d'accord. Regarde. Même si je suis pas tout à fait d'accord parce que quelqu'un d'à peu près malin, des gens comme ça me fait mal de dire ça, mais des gens comme Dieudonné vont amener au débat. Point Godwin. Mais très bien. Mais c'est quelqu'un qui, par son action, va amener un débat. En fait, va amener une question auquel lui va apporter des réponses. Mais après, les gens vont d'abord s'énerver sur le truc, et ensuite, lui, il va apporter ses réponses. C'est quelqu'un qui est malin, si tu veux, parce qu'il va pas apporter ses réponses directes. Donc, au niveau intégrisme, il se pose quand même là, Dieudonné. Mais c'est un peu plus malin que de se pointer dans un endroit et dire j'ai la vérité, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs manières en fait Non mais moi je pense que d'enseigner intégrisme. Enfin bon. Ouais, t'as peur que l'éduc-pop soit un crochet pour amener des gens vers d'autres trucs. Je ne fais que non. Je ne fais que transcrire ce que dit Rome. C'est parce que ça me semble être un danger qui existe, certes, mais c'est un danger qu'il faut prendre, c'est un danger nécessaire. Mais oui. A priori, le mouvement il est plutôt laïque. Ouais. Même si du coup là, on a vu qu'il y avait une asso d'éduc-pop chrétienne. Et j'ai pas pris le temps encore de discuter avec eux, mais en fait c'est vrai que la première action que j'ai eue, je fais partie d'une asso d'éduc-pop chrétienne. Pour moi c'est antithétique au possible. Une éduc-pop chrétienne. C'est antithétique au possible, comment ça? Pourquoi pas, mais... Attends, je comprends pas. Je comprends. Les gens qui prônent l'amour, le partage... à la base, si on... ça dépend. Alors déjà, ça dépend si c'est... Relisez le sermon sur la montagne, je veux dire, ça va, côté valeur, j'ai vu pire. Non, mais d'accord, mais moi je vais te relire l'évangile sur Saint-Luc, tu vas voir, ça fait un au partage. Ou Il y a Saint-Matthieu qui était bien aussi, sur la place des femmes. Non, mais blague à part, c'est terrible. Ça dépend si c'est l'éducation chrétienne ou si c'est une association chrétienne d'éducation populaire, c'est déjà pas la même chose. Oui, mais... Et ensuite, c'est toujours pareil. Ça dépend si tu véhicules des valeurs qui sont laïques ou si tu véhicules des valeurs qui sont reprises. La laïcité, c'est la protection de toutes les religions, y compris des catholiques. Je veux dire, c'est le vivre ensemble avec toutes les religions. Mais dans ce cas-là, c'est pas l'absence. Attention, faut pas confondre la laïcité et les laïcards. Les laïcards qui considèrent que personne ne devra avoir de religion et que tout le monde devra être athée. Alors que la véritable, moi je pense que la véritable laïcité, c'est celle qui donne la protection à toutes les religions. Sauf que l'important, c'est le vivre ensemble. Donc ça veut dire que si tu prétends être d'éducation populaire, ça veut dire que tu vas amener ton propos religieux dans le sens de vivre ensemble. Comment est-ce que telle religion peut vivre avec les autres? Mais tu crois pas? Et en fait, puis il y a un problème aussi de prédicat, c'est-à-dire que dans l'éducation populaire, t'es forcément, il y a éducation, il y a populaire. Donc il faut respecter ça. Éducation populaire chrétienne, il faut respecter un prédicat supplémentaire qui est le chrétienne. Ouais, d'accord. Et du coup, en fait, ça ferme des portes. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors que, oui, effectivement, ça c'est indubitable. Alors que justement, le principe de l'éducation populaire, c'est d'en ouvrir un maximum. Ok, d'accord. Ouais, mais après, j'ai pas discuté avec ces personnes. Il faut que je le. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, mais c'est que il faudrait. Faut voir, parce que encore une fois, les valeurs. Je suis désolé, mais en France, on a des valeurs, qu'on le veuille ou non, on a des valeurs judéo-chrétiennes, et ça dépend comment les choses sont abordées. Mais moi, je vois tout à fait des gens dans mon entourage, par exemple. Je travaillais notamment avec leurs enfants dans le cadre de cours à domicile, qui sont des chrétiens presque d'extrême gauche, quoi. Les chrétiens de gauche, ça existe encore. Ouais. La gauche existe ou les chrétiens? Je suis assez d'accord avec. Et voilà. Et les actions qu'ils mènent au quotidien, au resto du cœur, ce genre de choses, ils sont à fond dans l'éducation populaire quelque part aussi. Ça c'est pas remis en cause. Hein. C'est quand je te c'est juste que bon. Voilà, non, mais en fait, s'affiche comme chrétien. Pour l'histoire de la chrétienté, c'est vrai que ça ferme ça ferme des portes de connaissances fatalement, quoi. Oui, évidemment, ça existe. Moi-même, je travaille assez régulièrement. Ça fait quelques mois que je l'ai pas vu, mais avec un prêtre. Pour la cause, pour les Roms. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai aucun problème. Hein. De relations, on discute, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de prédicat, quoi. En fait, ça va fermer des portes parce que si tu veux, la chrétienté, t'as pas le droit de dire en France, on a une morale judéo-chrétienne. Ça, t'as pas le droit. Tu peux dire en France, il y a des gens
qui ont une morale judéo-chrétienne, mais tu peux pas dire qu'en France on a. Ok, ouais, d'accord. Ce que je voulais dire, c'est que historiquement le pays est marqué par ces valeurs-là. Voilà, tout à fait. Le pays est marqué, mais on peut pas dire. T'as raison de me reprendre. Et deuxième chose, encore une fois, c'est que la chrétienté, voilà, est quand même des valeurs qui sont sous-jacentes, qui fait que, bah oui, malheureusement, ça peut fermer des portes parce que c'est sujet à interprétation. C'est ce que disait Aurélia tout à l'heure par rapport à Saint Matthieu, en disant que, bah voilà, la place des femmes, si ça dépend de quel passage de la Bible on parle, mais de toute façon, comme tous les textes de ce type-là. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bon, après, faut dire que dans les évangiles, la femme voilée, ça existe. Hein, attention, c'est pas l'islam. Hein, Fort bien. Et du coup, est-ce que ça veut dire que on doit faire attention en éduc-pop à pas aborder les sujets dont on sait, parce que non, mais je prends un exemple tout con. Je suis relativement anti. Les yeux d'Aurélia, énorme. Non, mais je suis relativement anti-OGM. Est-ce que si je décide de faire un porteur de parole autour des OGM ou un atelier d'écriture autour des OGM, est-ce que c'est pas comme si je prenais position pour une religion Très bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, Aurélia? J'étais juste en train de réfléchir. La dernière fois que j'ai parlé de religion dans le cadre d'une inter, c'était avec SOS Racisme, puisque du coup on intervient en milieu scolaire pour discuter, échanger, voire déconstruire les préjugés avec les mômes. Et donc du coup souvent je m'amuse à faire le jeu des préjugés, où je mets le mot noir, handicapé, homosexuel au tableau, et souvent du coup quand j'ai marqué maghrébin, il y a très vite la religion, l'islam et tout ça qui arrive. Et donc après j'ai en France, association d'idées. Hein. Mais oui, c'était avant. Ok. Donc après l'idée c'est d'aller un peu plus loin pour savoir pourquoi ils pensent à ça l'association est tout faite. De suite et tout ça. Et donc après quand on parle de religion, je leur dis juste, moi je suis bête et méchante. Il y a quoi dans le mot religion? À la base il y a le mot relié. Ouais. Donc voilà, c'est le côté schtroumpfla là qui revient. Mais après non, j'ai fait les gros yeux à Manu en disant. Je pense que l'éducation nationale va essayer de pas avoir de débat sur les religions machin parce que c'est pas politiquement correct. Hein. Voilà, et que bah du coup l'éduc-pop elle est de nature impolitiquement correcte quelque part. Et donc du coup je me dis que si même au sein de son mouvement on n'est pas capable de s'emparer des sujets qui font débat, voire qui divisent notre belle nation, bah il y a quand même un souci du coup sur notre rôle à nous en tant qu'éducateurs. On n'est encore pas là, je rappelle, hein, pour dire que ce soit quand on parle de religion, des OGM, peut-être pas de l'antiracisme quand même, mais ça c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste de se dire, bon maintenant je suis en capacité de penser par moi-même, d'avoir un petit tresse à outils pour me dire, bon bah ça je suis capable de me forger une opinion. Et je pense que l'exemple que tu présentais tout à l'heure, à savoir, voilà, j'ai posé une question. C'est pas, encore une fois, t'as pas amené un truc tout fait, c'est tu poses une question et en fait les gens sont amenés à réfléchir. Ça peut être sur n'importe quel sujet, ça peut être sur la religion, sur les OGM ou autre. Le principe reste le même. C'est un outil. C'est la question, c'est un point de démarrage, c'est un outil. Et je pense, si je me suis pas planté sur ta démarche, c'est amener les gens en fait à construire les argumentaires, quoi. Justifier telle ou telle position et finalement les amener peut-être à changer. En tout cas, à réfléchir sur ce qu'ils ont dit, quoi. Et là, je commence à comprendre pourquoi Emmanuel a pensé, quand tu as discuté avec Aurélia de ces questions-là, pourquoi est-ce que tu as pensé à la cellule? Nous dominerons le monde. Ça t'a fait penser au Maelstrom, en fait. C'est ça? Oh ouais, c'est Parce vraiment... que c'est exactement... Vas-y. Alors, c'est marrant, mais... Comment t'as fait le rapprochement? Moi, j'ai fait le rapprochement au cours d'un atelier d'écriture, parce que Aurélia a eu la chance de m'emmener à animer un atelier d'écriture. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait exactement les mêmes processus. Alors bon, en prenant les idées de base du Maelstrom, qui sont un apport d'idées, une création et à s'interroger surtout, collectivement sur les situations possibles. Surtout, et faire des propositions. Ce qui m'a fait beaucoup penser à ça aussi, c'est le fait que il y a une partie des choses qui se passent sur la table pendant l'atelier d'écriture, il y a une partie des choses qui se passent sur nos feuilles avec les textes qu'on écrit, mais il y a énormément de choses qui se passent dans les têtes qui sont pas forcément exprimées et qui continuent à travailler derrière. Ouais. Et voilà, c'est ces aspects-là du Maelstrom qui font que y a un enrichissement ou un changement derrière, quoi. Ah mais non, mais et je pense qu'on retrouve vraiment des mécanismes qui sont très similaires.
Et du coup, alors après, je sais pas, peut-être que tu peux rappeler aussi le Maelstrom parce que les gens qui écoutent ce podcast ADN n'écoutent pas forcément. Les autres, c'est vrai. Rapidement, donc le Maelstrom, c'est un mécanisme, c'est comme ça que j'appelle le processus de création collaborative du contenu fictionnel malléable dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, en gros, quand les gens s'interrogent sur des situations possibles dans une partie de jeu de rôle, ils sont en train d'imaginer dans la tête des propositions à faire pour la suite de la partie. Typiquement, tu vas dire, il y a une maison, 2 gardes à l'entrée, qu'est-ce que tu fais ? Là, tu es dans une situation de brainstorming où tu es en train de t'interroger sur pourquoi il y a 2 gardes à l'entrée, est-ce que j'y rentre, est-ce que je rentre pas, est-ce que je repars, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir rentrer, est-ce que, etc. Donc, tu es dans une situation de brainstorming. Et ce qui se passe dans un jeu de rôle, c'est que ce brainstorm s'effectue à échelle beaucoup plus collective parce que pendant que toi, tu es en train de réfléchir à des situations possibles, le meneur de jeu ou les autres joueurs tout autour sont également en train de réfléchir à des situations possibles. Emmanuel est peut-être planqué dans un buisson pas loin à attendre que tu commettes l'erreur justement de rentrer dans cette maison pour te tendre un piège, tandis que le meneur de jeu, lui, qui est au courant parfaitement que ces 2 gardes sont là pour t'arrêter, est là en train de se dire si elle fait ça, je vais la piéger, etc. Donc tout le monde est en train de réfléchir à l'élaboration collectivement de la suite de l'histoire, que les rôlistes appellent généralement la fiction et que je préfère appeler contenu fictionnel malléable pour des raisons que le mot fiction en fait a un historique qui fait que chacun amène un peu sa théorie en fait derrière le mot fiction et alors que le contenu fictionnel malléable, voilà, ça met tout le monde d'accord. On sait qu'il y a un truc qui est créé, que c'est malléable et que c'est fictionnel. Je dis pas. C'est joli en plus comme expression. Donc ouais, c'est joli, c'est un peu lourd moi je trouve. Mais enfin bon, enfin, du moins ça met tout le monde d'accord. Et le mécanisme de Maelstrom, c'est une réflexion à échelle collective. Finalement, c'est un brainstorm à échelle collective. Et moi, il me semble qu'à partir du moment où tu poses une question, comme tu le fais par exemple dans ton atelier Aurélia sur 70% des femmes travaillent. Porteur de parole, pas atelier, porteur de parole. Et porteur de parole, où tu vas dire ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu poses une situation. En fait, tu fais une proposition qui engendre dans la tête de chaque personne autour de la table une situation. Chacun imagine par exemple sa propre femme en train de travailler, d'autres s'imaginent étant elles-mêmes des femmes en train de travailler. Chacun a des situations en tête qui lui viennent en tête, tu vois ce que je veux dire ? Donc chacun est déjà dans une situation de brainstorm à échelle personnelle. Et ensuite, on va mettre les propositions sur la table. On va mettre une proposition sur la table. Ça va faire réagir les brainstorms. Ça va, tu vois, et tout ça va entrer en interaction. Et ce qui est très important, ce qu'a dit Emmanuel, et c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que chaque fois qu'on fait une proposition, on rend visible une partie de son brainstorm personnel. Donc toi, tes post-it, en fait, ça a été ça, quoi. Mais, voilà, exactement, les post-it sur lesquels tu demandais à chacun d'inscrire des propositions, tu vois. Mais par contre, toutes les réflexions qu'on a eues en amont, toutes les situations possibles qu'on a imaginées, il y en a 99%, si tu veux, pour se figurer la chose, qui vont être non dites. C'est-à-dire qu'on ne dira pas. Par exemple, il y a des tas de tabous qu'on exerce sur soi-même. Par exemple, tout à l'heure, quand t'as dit handicapé, homosexuel et tout ça, moi tu vois, je me suis retenu de faire plein de blagues parce que je suis dans le fond, je dois être, tu vois, je suis un petit peu omnibulé par ces mots-là, ça m'amène plein de blagues en tête, mais je me dis ah non, publiquement là je suis à un podcast, je peux pas mettre cette proposition-là sur la table. Il y a un mécanisme d'autocensure, il y a des mécanismes de censure collective, etc., etc. Il y a des tas de mécanismes comme ça et des choses qu'on s'empêche de dire. Mais ce qui est important, c'est quelle proposition valide et quelle proposition passe. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et c'est ça qui fait ce qu'on est en fait, je pense. Donc, puis je pense que ce qui est très important aussi, c'est que c'est cette partie-là, typiquement avec ton exemple Aurélia, c'est vraiment cette partie qui se passe dans leur tête qui va leur permettre d'avancer plus loin. Et si tu veux, le fait qu'elle valide une des choses qui soit marquée sur le post-it, ça pose un jalon, mais ce qui va permettre. Moi, je valide pas, c'est que je reformule avec eux à l'issue de l'échange. Ouais, mais alors quand je dis valider, c'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'ils vont lire sur un post-it, ils vont dire tiens, je suis d'accord avec ça ou je suis pas d'accord avec ça, et ils vont continuer à cogiter et à construire leurs réflexions. Et toi, tu les pousses en plus à construire. Il et elle, pardon, c'est vrai. En France, malheureusement, le masculin est. Oui, mais moi j'applique la règle de supériorité numérique et là on sait pas donc dans ces cas-là on dit les deux et comme ça il y a pas de souci. D'accord. Quand tu dis par exemple tout à l'heure Aurélia, faire les choses pour l'autre sans l'autre, c'est les faire contre l'autre, ça revient un petit peu à cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais des choses dans ton coin, sans engendrer par ailleurs une discussion avec l'autre,
l'autre n'a pas de brainstorm, tu vois, personnel, donc il ne forge pas de connaissances. Ce que tu dis là, Emmanuel, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui nous fait progresser dans les ateliers, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on ne dit pas. Et c'est valable aussi pour si tu te contentes de mettre un élément coercitif sur quelqu'un, de lui dire tu dois faire ça, s'il n'y a pas réfléchi avant, tu le fais contre lui. Ça va dans le sens. Et alors que si tu lui dis tu peux faire ça, il y réfléchit. Et ben c'est là à ce moment-là, il y a des chances pour qu'il adhère lui-même. Tu sais, c'est quoi? C'est la fameuse phrase de Rousseau. La liberté, c'est respecter les lois que l'on s'est prescrites, pas qu'on nous a prescrites. Que l'on sait et comment est-ce qu'on prend la décision de respecter telle ou telle loi? C'est parce qu'on y a réfléchi. Donc c'est vrai que si Aurélia s'était pointée avec une pancarte faites plus de tâches ménagères, messieurs, ça aurait probablement pas donné grand-chose. Eh ben non, parce que là, oui, voilà. J'aurais pas eu les mêmes réponses. Non. Mais ça aurait pu être intéressant, remarque, de partir. Non. Ouais, je pense que la question est plus intéressante. La question est plus intéressante. Partir du principe de la question. Et oui, pourquoi? Parce que la proposition amène une situation. La question amène à penser plusieurs situations. Vas-y, je t'en prie. Juste en fait, c'est que la question c'était ça doit changer, sauf que du coup le début c'était une stat, c'était quelque chose d'hyper factuel que personne pouvait contester. Oui, mais la question c'est est-ce que ça doit changer? Ouais. Donc là du coup, ça implique forcément d'imaginer des situations possibles. Oui. Voilà. C'est ça. Là où je veux en venir, c'est ça, c'est que alors que là dire les hommes, bougez-vous le fion, faites plus de... Ça implique une situation donnée qui n'implique pas à réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? La situation, tu l'imagines, chacun l'imagine comme il veut, mais il n'a pas à en imaginer d'autres. Oui, du coup, les hommes qui bougent le fion, c'était dans les éléments de réponse récoltés. Donc ça marche. Et voilà. Et donc, là, je comprends d'un coup pourquoi... Et donc, du coup, tu penses, Emmanuel, que le jeu de rôle... Alors... Est-ce qu'ils sont pas déjà en train de faire un jeu de rôle? Moi, je me demande. Alors, ils sont... alors là, je reprendrai un petit peu les remarques de certaines personnes, de certains publics face à ta théorie du maelstrom, qui est de dire, finalement, dès qu'on parle de politique, on est dans une sorte de jeu de rôle, et si on change le monde, etc. Donc... il y a une forme de jeu de rôle au sens où, comme tu dis, on se met dans la peau de quelqu'un d'autre et peut-être que les messieurs qui auront vu ta pancarte se sont dit tiens, si ce soir en rentrant je mettais le tablier et puis je faisais la popote histoire de changer. Donc il y a une façon de se mettre en situation, etc. Mais enfin, moi je pense qu'on peut peut-être pousser le truc beaucoup plus loin et envisager le jeu de rôle comme un outil d'éducation populaire à 100%, question. Quoi. Ouais. Alors, et si ça te dérange pas, je vais juste répondre à la question que je te posais tout de suite. Est-ce que c'est un jeu de rôle ou pas? Par exemple, si on prend le cas de la question, 70% des tâches ménagères sont effectuées par les femmes. Est-ce que ça doit changer? Évidemment, les gens ne sont pas en train de faire un jeu de rôle. Parce que un point essentiel du contenu fictionnel malléable dans une partie de jeu de rôle, c'est qu'il cesse lorsque la partie s'arrête. Or là, il me semble que les gens qui se sont interrogés sur ces questions, lorsqu'ils rentrent à la maison, le jeu continue. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils voient leur femme, ou inversement, la femme voit leur homme, je sais pas comment en parler, en train de faire les tâches ménagères, et ils n'ont pas le contenu fictionnel malléable dont on a traité. D'ailleurs, c'est même pas un contenu fictionnel malléable, c'est un contenu malléable, mais il n'est pas fictionnel, exactement. Et donc du coup, puisqu'il continue après cette discussion, 70% continue. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est bel et bien la réalité. Un jour, ce sera peut-être une fiction, et tant mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est bel et bien la réalité que 70% de tâches ménagères sont effectuées. En fait, c'est les tâches domestiques parce que ça comprend les tâches ménagères et le soin aux enfants. D'accord. Précision utile. Oui. C'est bon. Je savais pas ça. Et, donc, et du coup, est-ce que justement, le fait que ce soit pas fictionnel, c'est pas je vais pas dire c'est une imitation parce que ce serait totalement absurde, mais moi la question que je me pose depuis un bon moment et que je posais déjà avec le slam, c'est est-ce que la fiction est pas est-ce que cet aspect fictionnel c'est pas le meilleur des outils pour amener de la réflexion et amener des questions, quoi. Je pense que
Alors, Aurélien me jette un regard un peu désespéré. Non. Je lui ai dit une fois que moi, finalement, faire des textes de slam, donc des textes poétiques sur de la politique, ça m'intéressait pas parce que j'avais pas les armes, parce que je saurais pas le faire, et que ça m'intéressait beaucoup plus d'amener les gens dans mes slams à vénérer Cthulhu et parce que finalement, ça me permettait d'aller beaucoup plus loin dans les hypothèses, dans la réflexion, et donc de poser les problèmes de façon beaucoup plus franche et avec beaucoup plus de liberté. Et là, la question que tu poses finalement, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour critiquer la noblesse ou l'aristocratie, une bonne pièce de théâtre ou une copie de philosophie? C'est-à-dire, est-ce que la fiction ne peut pas aider à faire comprendre des messages? C'est un outil parmi d'autres. Après, je pense que c'est pas l'outil. Je pense qu'il n'y a pas un outil à privilégier. Je pense qu'il y a des pistes qui sont à explorer et de voir ce que ça produit concrètement. Moi, du coup, j'en suis à ma deuxième partie de jeu de rôle et avec Manu Fourchet. Rôliste chevronné, donc. Ouais. Jeune padawan débutante. Et non, du coup, je me disais. T'as joué à quoi, juste par curiosité? Alors, la première, c'était Woodstock. Et la deuxième, moi j'étais à une saloperie de hippie, c'était très drôle. Ouais. Et il y avait la grande. C'est un jeu officiel. Il dit quelque chose, je sais pas du tout. J'étais pas là, j'ai raté l'intronisation. Je me renseigne auprès du grand maître du jeu. Ah, donc c'est un maître du jeu. Donc c'était du jeu de rôle classique que tu as fait. Attention. Parce qu'il y a des jeux de rôle sans maître de jeu, mais c'est des choses bizarres. Non, le jeu de rôle, c'est aussi riche que le cinéma, si tu veux, en termes de variété. Et là, ce que tu as fait, c'est un certain type de jeu de rôle. C'est pas tout le jeu de rôle. Mais voilà. Cool, j'ai encore plein de trucs à découvrir. Voilà, alors. ça, exactement. Oui. Et donc, deuxième, c'était Dark Earth avec Tanguy, je crois. Voilà, exactement. D'accord. Et comment t'as trouvé ça? Eh ben, j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait, ça m'a donné envie d'en faire plein d'autres parce que déjà, j'aime jouer et deux, ça m'intéresse de voir dans quelle mesure on reproduit en fait les standards normatif. Je fais une construction bizarre, mais je pense que ça a du sens. Enfin, toutes les règles de société, que ce soit en termes de féminisme ou d'antiracisme, et puis même au terme de gouvernance aussi. De se dire qu'est-ce qu'on se permet dans ce monde qu'on sait qu'on va partager ensemble 2, 3, 4 heures, une nuit, 2 jours, mais et qu'est-ce qu'on en retient en sachant que tout est possible, parce que moi je pars du principe j'aime bien les principes, que si on met des limites à ces rêves, en fait, on est foutu. Et donc là, il y a un espace de rêve partagé, donc c'est quand même pas rien, qui est possible. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? D'accord. Donc tu t'es posé des questions qu'Emmanuel soulevait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu vois bien que après 2 parties seulement, que dans le jeu de rôle, on importe en fait des choses de la réalité, qu'on joue avec elle parce qu'on sait que c'est de la fiction, donc on se permet des choses. C'est ce que tu voulais dire, Emmanuel. On se permet des choses dans la fiction qu'on se permettrait pas ailleurs. Si tu savais ce que j'avais fait quand j'étais hippie. Ça illustre très bien le propos, c'est quand j'étais hippie, quoi. Quand j'étais hippie. Et t'as mis bien les 2 pieds dans ta partie, hein. Ouais, là, y a pas de souci. Parce qu'en fait, j'étais vraiment hippie et j'adore parler au passé, mais voilà. Mais voilà. Et après, attention, parce que tu as joué une certaine forme de jeu de rôle dans lequel le meneur de jeu généralement a le dernier mot sur les décors, les personnages non jouables. En fait, j'en ai fait un 3e qui s'appelle Brain, et du coup, c'était un truc grandeur nature à Rennes. C'est dans une salle. Très intéressant. Et en fait, c'est le premier truc que j'ai fait. Donc là, effectivement, il n'y avait pas de maître du jeu. Et oui. Mais on avait un talkie-walkie pour discuter avec lui. Alors après, Brain, c'est le truc où tu dois sortir d'une salle. Oui, on avait 1 heure pour sortir d'une salle, mais j'ai pas le droit de dire ce qui se passe dans la salle. Mais voilà, on avait 1 heure pour trouver plein d'indices et tout pour sortir. On y était presque. Est-ce que tu joues un rôle dans Brain? Ou alors est-ce que tu es en train de te jouer, en train d'essayer de sortir d'une salle? Est-ce que t'avais un personnage? Alors à la base, ouais, mais j'ai pas le droit de dire quoi. Et, mais t'avais un et à partir du moment où la personne est sortie, on est redevenu nous. Par contre, physiquement empêché de sortir. D'accord. Mais selon notre bon vouloir, on a choisi d'aller se faire enfermer. C'est bizarre en fait comme principe. Et avec quand même certains secrets d'un personnage qu'on t'avait donné, quoi. Alors non, on n'avait pas de personnage en fait. En gros, c'est qu'on est. Ah, c'est intéressant. Je sais plus si on était toutes le même personnage ou si on recherchait un personnage. D'accord. Donc il y avait quand même une notion de fiction. Voilà, c'est puisque ça. Oui, parce qu'on était dans un autre univers à manipuler des trucs qu'on n'aurait pas manipulé ailleurs que là, et que encore une fois, c'est quand même bizarre d'aller un dimanche se faire enfermer dans une salle et d'avoir un chrono qui tourne en se disant faut que tu sortes, quoi.
C'est intéressant de voir aussi tes expériences et puis de voir surtout si tu as décelé dans le jeu de rôle en tant qu'éducatrice populaire, si j'ose dire, des éléments qui te donnaient à penser que ça puisse être un outil. Mais en fait, la vision que tu en as, j'ai l'impression que tu te dis, voilà, il y a des outils et celui-là, c'en est un parmi les autres. Alors que Emmanuelle, je pense qu'elle a plutôt une vision qui est que c'est un outil qui est idéal. C'est-à-dire, il est un petit peu au-dessus des autres, si j'ose dire. Toi, si tu devais faire de l'éducation populaire, Emmanuelle, tu choisirais le jeu de rôle comme médium, comme média pour discuter de tout ça. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ce qui ressortait. Mine de rien, quand on est sur du travail d'écriture, on se rend compte que on a eu l'exemple, par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça regarde personne, mais d'une jeune personne qui a écrit sur un thème tout à fait anodin, les petites fleurs et les petits oiseaux, et qui, au fur et à mesure d'un texte de une minute, quelque chose comme ça, est arrivée à la fin à une conclusion sur elle-même, sur sa vie et sur, quelque chose de très fort, une vraie évolution qu'elle aurait peut-être pas eue si on lui avait donné des contraintes plus lourdes de dire faut réfléchir au sens de ta vie, réfléchir. D'accord. Et en plus là où je commence à trouver que c'est intéressant aussi, mais c'est peut-être un peu faux, c'est de dire les gens, on va jouer. Oh non, on réfléchit pas. Mais en même temps, je veux dire, on s'adresse quand même à la personne qui a fait un jeu de rôle philosophique. Oui, mais c'est intéressant de dire, effectivement, on va jouer. Ouais. Au lieu de dire, parce que c'est vrai que ça peut paraître repoussant. On va réfléchir à des questions politiques. La plupart des gens, ils vont dire, politique, ça m'emmerde. Alors que si tu leur proposes une partie de jeu de société. Oui, a priori, c'est comme aller voir un artiste engagé sur scène, ça n'engage à rien, quoi. Et c'est là justement que tu disais, il y a des outils il y a des outils en fonction des gens. Là aussi, tu vois, il y a des gens, c'est l'inverse. Tu leur proposes de faire un jeu de société, ils vont dire, oh non, ça m'intéresse pas. Par contre, tu leur proposes de discuter de quelque chose, ça va les intéresser. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a juste plusieurs touches sur le clavier et qu'en fonction des gens, c'est telle touche sur lesquelles il va falloir appuyer. Et voilà. Et je pense qu'il n'y a pas, finalement, le jeu de rôle ne peut pas être un outil idéal pour l'éducation populaire. Mais en même temps, c'est normal, parce que ça voudrait dire qu'il y a un outil idéal. Dans ce cas-là, on abandonne les autres. Oui. Or, comme chaque personne réagit de façon différente, le jeu de rôle conviendra à certaines personnes, mais pas à d'autres. Pour autant, c'est marrant de voir qu'il en partage quand même des formes. C'est-à-dire, il y a quand même une forme. Le Maelstrom, il a lieu dans ces ateliers d'éducation populaire, dans la façon dont ces gens marchent dans la rue, en discutant, racontant des choses. Il y a un côté conteur, en fait, quelque part. Enfin, je sais pas. Et après, c'est là que, du coup, moi, j'atteins un peu les limites de ma réflexion. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a des messages en particulier qui pourraient être véhiculés plus facilement par le jeu de rôle ? Le simple fait d'aborder les questions de vivre ensemble, est-ce que le fait qu'on soit tous autour d'une table à prôner l'écoute de l'autre, c'est pas particulièrement adapté Si, bien sûr. On voit bien, il y a des choses comme ça, par exemple la parole, ça c'est clair, parce que quand tu joues au jeu de rôle, tu dois formuler des situations, donc tu dois faire des propositions. Donc forcément, ça te rôde quand même un minimum à l'imagination et à la formulation de ton monde imaginaire. Donc déjà il y a ça. Juste l'expression, exprimer ce qu'on a, parce que si on n'arrive pas à s'exprimer, le problème c'est qu'on pourra pas jouer. Donc il y a comme une espèce comme ça de coût d'entrée à payer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, ce tour de parole, pas parler plus que les autres, essayer d'écouter les autres, etc. Oui, là aussi, ça s'autorégule, en fait. Dans le jeu de rôle, ça devrait, mais... Après, j'ai fait que 2 petites parties, alors c'est pour ça, du coup, j'ai absolument pas votre expérience là-dessus. Dans ce que j'ai pu vivre, en tout cas, je me suis même pas posé la question, en réfléchissant, ça m'avait l'air d'être pas trop mal, parce que le maître du jeu aussi disait, là, c'est tel personnage, qu'est-ce que tu fais ? Et que j'ai eu l'impression... dans la partie dans laquelle on a joué que c'était... Dans un jeu de rôle classique, structurellement, c'est un peu comme l'animateur d'un podcast. Il va forcément un peu plus parler que les intervenants, parce qu'il doit déjà passer la parole, il doit faire les questions qui vont permettre aux gens de faire les transitions, etc. Tu vois. Et le maître de jeu, c'est la même chose. Il doit poser les questions, il doit reformuler parfois certaines propositions pour bien les comprendre, parce que... Attends, ce que tu es en train de me dire là, Manu, c'est-à-dire que tu passes derrière le comptoir et que tu fais ça et que tu fais ça ? Oui, c'est ça. Ah, ok. Tu vois, ne serait-ce que ça déjà. Oui, mais ça sert l'intérêt collectif. Ouais, alors. Pas forcément, malheureusement. Non. Pas forcément, malheureusement. L'avantage, c'est qu'il y a une personne qui a l'autorité et qu'en cas de litige, il y a une personne qui est apte à trancher.
Enfin, ça va dépendre de ton système, justement. Ouais. C'est intéressant, l'appellation de maître. Ouais. Moi, je préfère meneur, d'ailleurs. Ben, c'est pas la même chose. Et animateur, pour certains. Bah pour moi, on est plus dans l'animation. Le sens premier d'animation, c'est donner vie. Et du coup, là, t'as quelque chose qui est sorti de la tête de la personne. C'est juste historiquement, en fait, que le maître de jeu, au départ, c'était le maître du donjon, parce que le premier jeu de rôle... Ça, je sais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on a regardé le terme maître de jeu qui est apparu au fur et à mesure. C'est un phénomène. Le concept de maître de jeu est apparu par décantation, si j'ose dire, quoi. C'est un produit décanté de plein de manières de maîtriser des parties différentes, etc. Donc, c'est. Et accessoirement, toujours par rapport à cette histoire de validation de propositions, je t'avais soulevé le truc, tu étais comme moitié d'accord, tu vas me dire encore que ça dépend des jeux, mais quelque part, le maître de jeu a un pouvoir de validation supérieur aux autres. Dans le dispositif classique, c'est évident. Donc, du coup, est-ce que si on reprend ça en tant qu'outil d'éduc pop, est-ce que ça pose un problème finalement on ait un éducateur qui soit apte à dire oui, non, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il est pas là pour ça? Est-ce qu'il est là pour ça? Ne regarde pas comme ça. À partir du moment où le contrat est fixé dès le départ, le contrat social est fixé dès le départ. Et on peut pas le changer, le contrat? Ah, ça c'est changer de jeu. Le contrat social, ce n'est rien d'autre que les règles d'un jeu, en fait. Alors, tu peux faire varier ce contrat. Il y a des jeux qui proposent d'en discuter avant, mais globalement, le système de jeu, c'est le contrat, quoi. Je t'explique comment ça se joue et tu dis, t'es d'accord pour jouer à ça ou pas? Et après, on peut le faire varier. Évidemment, il y a toujours, tu vois, c'est pour ça que c'est malléable, tu vois. Il y a toujours des petits paramètres qu'on peut changer, mais c'est compliqué. Hein. Du coup, si je puis me permettre, je vais revenir à l'exemple d'Aurélia tout à l'heure où tu as ton assertion, à savoir les 70% et 30% au niveau des tâches domestiques. Et il y a la question qui vient derrière. Quand on pose une question, quand quelqu'un te pose une question, généralement, on s'attend à ce qu'il ait la réponse. Donc, quoi qu'il arrive, malheureusement, de fait, quand tu poses la question, tu as toujours cette position un petit peu de domination. C'est quelque chose qu'il faut renverser, quelque chose qu'il faut changer au cours de la discussion. Mais malheureusement, généralement, la personne s'attend à ce que tu aies la réponse. C'est hyper drôle que tu dises ça, parce qu'en fait, en réfléchissant sur cette expérience, sur les 40 personnes que j'ai rencontrées, il n'y en a aucune qui m'a demandé « Et vous en pensez quoi ?» Alors ça, c'est encore plus triste. Ah, parce que théoriquement, c'est vrai que comme c'est censé être un partage, s'il n'y en a pas qui te demande ce que t'en penses, c'est quand même con. Parce que j'étais pas là, moi, pour donner mon avis et que les gens, ils étaient contents, ou je sais pas, d'échanger sur la thématique, mais il y en a pas un qui m'a demandé ce que j'en pensais. Non, mais parce qu'ils savent que t'es une saleté de féministe. Ouais, non, voilà, non, c'est du troll, excuse-moi. Ouais, justement, ils ont dû projeter des choses sur elle et je suis pas sûr que tout le monde ait projeté les mêmes choses. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est aussi un fait dans le Maelstrom, c'est-à-dire que quand on ne parle pas, les autres ils projettent sur nous des idées qui sont pas forcément les nôtres. Alors là, pour le coup, ton exemple, je trouve encore plus grave qu'il n'y ait pas une personne qui t'ait demandé ce que toi t'en pensais. Je trouve ça grave. C'est-à-dire que voilà, moi j'avance mon idée, j'avance mon hypothèse. Alors toi, ce que t'en penses, je m'en fous complètement. Et ça se passe comme ça en fait dans la vie de tous les jours. Il y a plein de fois où même quand tu rencontres un copain de se dire t'as passé une bonne journée, etc. Et l'autre s'en fout complètement. Et c'est assez, je trouve que c'est assez rare. Je me suis amusée à faire le test quand moi je demande à la journée et qu'après on passe sur autre chose et qu'à aucun moment on demandait moi, ou alors c'est que faut que je change de fréquentation, mais je trouve que ça se reproduit. C'est possible. mais oui, c'est vrai que c'est dur quand même. Il y a le podcast de la cellule où on te demande ce que tu penses. Oui, c'est bien. Faut que je vienne jusqu'ici pour que je puisse. Mais est-ce qu'il y a des moments aussi où en début d'atelier ou en début d'animation où justement tu le poses ce contrat en disant moi je viens ici en tant qu'animateur, donc je vais pas vous amener des réponses, ou au contraire moi je viens ici pour réguler la parole et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce qu'il y a des moments où tu explicites ça? Oui, je le fais systématiquement parce que ça me semble important quand les gens me connaissent pas, qu'ils sachent qu'ils ont en face d'eux quelle légitimité entre guillemets j'ai à être là. Donc généralement je dis mon prénom et que là je me pose telle question. Donc si après peut-être que dans le postulat des gens aussi dans leur tête c'était elle se pose la question, donc ça veut dire qu'elle a pas encore de réponse. Ouais. Et je leur disais moi j'aimerais bien aussi recueillir vos avis à vous pour étoffer un peu ma réflexion. Moi, je reste sur la question du jeu de rôle. Ça m'intrigue, ta question, Emmanuel. Du jeu de rôle comme, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il me semble que si tu mets des gens, tu fais un atelier comme celui que propose Aurélien. Tu mets des gens devant un film qui traite de ces questions, c'est exactement comme si tu leur mettais une proposition.
Et du coup, ça serait peut-être pas adapté. Tu leur mets un livre dans les mains, c'est pas adapté. Tu leur fais faire une pièce de théâtre d'improvisation sur la question, ça devient un peu mieux déjà. Et tu leur fais faire un jeu de rôle, c'est peut-être encore mieux. Donc, à la question, non, mais si, Ced, mais si. Elle a raison, Emmanuel. Elle a raison, Emmanuel. Je vois très bien le truc, mais tu m'ôteras pas de l'idée que il y a des jeux de rôle où il y a un propos qui est inhérent, il y a des prédicats, il y a des choses qui sont posées. Ouais. Et, on est d'accord. Comme les bouquins, comme les films, le propos est déjà institué, il est déjà là. On est d'accord. Alors, est-ce que dans ce cas-là, si on s'amusait à faire ça, il faudrait pas faire hyper gaffe aux jeux qu'on propose? Est-ce qu'il faudrait pas avoir un univers hyper succinct qui ne fasse que poser des questions? Comment on présente le truc? Est-ce qu'on peut le faire? Par exemple, je disais à Aurélia, je finis juste là-dessus. Je disais, est-ce que par exemple, on pourrait dire, Dark Earth, c'est super. Le MJ nous a dit, les hommes, les femmes, même combat, on s'en fout. Bon, les femmes, vous avez fait 5 gamins dans les 15 premières années de vos vies, mais on s'en fout. Vous avez quand même les mêmes métiers, les mêmes prérogatives, etc. Est-ce que un univers où on pose ça, un jeu qui existe déjà, qu'on utilise comme ça pour dire tiens, on va faire une partie, un scénario qui serait centré sur cette question-là. Est-ce que c'est utilisable ou est-ce que justement ce serait pas juste comme les mettre devant un film où on montrerait des gens je sais pas, Aurélia, tu voulais encore une fois, j'ai fait que 2 jeux de rôle. Non, pas du tout. Non, ce que je me disais, c'est qu'en fait, il faudrait savoir avec qui on veut jouer. De toute façon, on va pas faire la même proposition de jeu, à mon sens, si tu vas travailler avec des mômes au fin fond de la Mayenne qu'avec des loulous de Maurepas ou un foyer de personnes âgées ici. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si on veut, dans l'animation, tu montes un projet parce que tu as un public. Donc déjà, il faut qu'on sache avec notre jeu de rôle avec qui on va jouer. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que tu fais pour moi, c'est qu'en fait, le jeu de rôle, il faut le faire sur mesure pour les personnes avec qui on va jouer, en fait. Et quand je parlais des règles tout à l'heure, c'est que peut-être ça serait un truc de fou, mais peut-être que ça pourrait être hyper intéressant dans pour moi, un jeu de rôle. Un moment de jeu, c'est une espèce de société idéale. Et pourquoi on pourrait pas avoir une gouvernance collégiale ou partagée? Et du coup, d'avoir un maître du jeu qui change, je sais pas si peut-être ça se fait déjà, je sais pas. Déjà, ouais. Mais ça existe déjà. Si on suit les préceptes de l'EducPop, je pense que des choses comme ça à mettre en place, ça peut être hyper intéressant parce que c'est quand même assez casse-gueule de se dire tiens, là il y a une école qui nous a contactés parce qu'il y a un problème avec les délégués, sauf qu'ils sont déjà élus, mais voilà, on essaie de trouver des solutions. Et hop, tu travailles un jeu de rôle sur les systèmes de pouvoir partager. Et du coup, ça peut être t'expérimentes. Donc, tu es dans un cadre qui est rassurant, qui est sécurisant. Ça a pu marcher dans le cadre du jeu. Et du coup, tu l'extrais, tu le mets dans le réel. Et a priori, ça... Enfin, je sais pas, peut-être c'est... Non, c'est intéressant. Et je reviens sur l'idée que tu as dit tout à l'heure, qui est que, en gros, on fait pas le même jeu de rôle en fonction des gens qui sont là. Et tu sais, ça va plus loin que ça, et c'est une des grosses contraintes du jeu de rôle, c'est que dans le Maelstrom, donc au cours d'une partie de jeu de rôle, 1 + 1 + 1, c'est pas égal à 3, c'est égal à 5. Et inversement, 1 + 1 + 0, c'est pas égal à 2, c'est égal à 0. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est pas dedans, ça freine la totalité du groupe. Et inversement, si tout le monde est dedans, ça crée un mécanisme d'entraînement qui fait qu'on est de plus en plus dedans de façon exponentielle. Et en fait, ce qu'on appelle des mécanismes d'immersion, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros de concentration, c'est-à-dire que la personne qui te déconcentre... Je crois qu'elle l'a vécu. Oui, tu l'as vécu, ouais, d'accord, très bien. La personne qui va te déconcentrer, une personne qui va faire de la merde, elle va déconcentrer toute la table. Si tout le monde est concentré, tout le monde va être concentré à puissance 5. S'il y a une seule personne qui merde, personne n'est concentré. Donc il y a un côté, il faut que les gens autour de la table aient aussi envie, tu vois ce que je veux dire, de jouer ensemble. Et ça, c'est pas gagné. Quand tu rassembles des gens qui viennent d'horizons très divers, ils ont pas forcément les mêmes aspirations, pas forcément les mêmes attentes, ils viennent pas forcément avec les mêmes envies. Alors bien sûr, il y a un contrat social dans le jeu qui va essayer quand même progressivement les mettre d'accord, mais c'est quand même extrêmement difficile, je pense. C'est pas beaucoup plus facile que justement pour se retrouver pour une réunion où on va essayer de refaire le monde. Enfin, je sais pas, t'as fait des conventions par centaines, t'as beaucoup de parties qui ont pas fonctionné, beaucoup de tables qui ont... Non mais c'est parce que j'ai un jeu qui est extraordinaire. T'as les chevilles, ouais.
Non, mais et inversement, enfin bon, tu mènes à d'autres jeux, même en convention ici, etc. Non, il y a pas beaucoup de parties qui ne fonctionnent pas, mais il y a quand même dans l'histoire de la convention et du jeu de rôle, moi j'ai quand même assisté et joué à de nombreuses parties qui foiraient complètement pour des raisons justement de Maelstrom, de parties qui ne marchent pas parce que t'as un joueur qui est pas dans le même trip que toi ce soir et ça merde, tu vois. À commencer par le maître de jeu. Faut commencer par le maître de jeu, exactement. C'est-à-dire, t'as un meneur qui. Oui, c'est comme dans le slam en fait, c'est magique. Mais je pense que le jeu de rôle a une carte à jouer dans le domaine de l'éducation populaire. C'est indubitable. Oui, ça, c'est indubitable. Mais je pense pas qu'effectivement il ait une carte à jouer supérieure au cinéma, au livre. Effectivement, c'est une gamme sur le clavier en plus, une belle gamme quand même parce que effectivement, elle partage une forme commune avec certains types d'ateliers qu'on peut proposer en éducation populaire pour le coup. Mais est-ce que c'est l'outil idéal ? Non, je crois pas. Voilà, moi c'est ma réponse là-dessus. Et est-ce que du coup il faudrait régénérer un outil comme dit, est-ce qu'il faudrait avoir un type de jeu générique sur lequel on peut amener toutes les questions ? Je crois que le principe d'un outil, c'est de choisir d'avoir une trousse à outils en fait, et de choisir le bon outil en fonction de la tâche qu'on veut effectuer. Et du coup, le jeu de rôle c'est l'outil idéal en éducation populaire, c'est non, parce que ça fait partie des outils qui doivent être dans la trousse à outils. Moi, je vais plus loin, je dis qu'il faudrait que l'éducation nationale l'enseigne le jeu de rôle, parce que le problème c'est que à l'heure actuelle, dans la réalité, il y a l'économie, il y a les mathématiques, il y a plein de champs comme ça qui ne sont en fait que des maelstroms, qui sont en fait issus il y a des gens qui ont fait des propositions qui ont été validées par des comités d'experts et sur la base de ces validations on fait de nouvelles propositions. La biologie par exemple, on invente des modèles qui sont totalement fictionnels selon moi et qui on parle pas de l'évolution hein. Imaginons par exemple que la biologie ce soit des gens qui fassent des propositions, des comités d'experts qui se rassemblent et qui les valident. Imaginons que ce soit pas ça, peu importe. Le jeu de rôle nous permet de nous montre un modèle dans lequel c'est juste un bac à sable, dans lequel on peut faire ça. Et après, libre à chacun de penser si la biologie est oui ou non fictionnelle ou bel et bien, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si c'est un modèle, si ce n'est qu'un modèle, ou alors si c'est la réalité, comme tu sembles le penser, Emmanuel. Pour moi, ce n'est qu'un modèle. Et voilà, c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Et l'éducation nationale pourrait le faire en proposant des parties de jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle est déjà utilisé dans l'éducation nationale. Au lycée, ça a déjà été vu. Les profs de latin et de grec qu'on va virer, là, on pourrait pas leur demander de faire du jeu de rôle en latin et en grec. Je pense que la langue déjà suffit à leur poste. Mais ça existe déjà au lycée. Enfin, il y a déjà des cours d'histoire, des cours d'éducation civique ou des cours de lettres où moi j'ai vu des parties de jeu de rôle se mettre en place. Bien sûr. Voire même encore un petit peu plus tôt au collège où on demande à tel personnage, alors on bosse sur la Révolution, tel personnage va incarner la défense du roi et l'autre va jouer le procureur. Oui, on est vraiment dans des... Oui, non mais attention. On rejoint le jeu de rôle qu'on retrouve en entreprise, c'est-à-dire Voilà, qui est dangereux parce que les prémices qui sont instituées sont vraiment très 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 restrictifs. Par contre, à l'université, c'est institué. Alors, c'est institué en sciences politiques et en psycho, enfin du moins des expériences que je connais, où là, c'est un petit peu plus large. Mais c'est encore très 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 minoritaire. Enfin, c'est très. Mais en fait, tu vois, c'est du jeu de rôle ça reste au balbutiement. C'est pas obligatoire. Pour moi, l'enseignement du jeu de rôle, il devrait être c'est obligatoire. Un outil qui est utilisé. Ce que je veux dire. Il devrait être obligatoire parce qu'aujourd'hui, dans la réalité, on est victime de grands maelstroms. On est victime de parfois de l'économie. On est victime de. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, enfin bon après ça regarde chacun. Mais et donc du coup, ce serait bien quand même de faire prendre du recul et de faire comprendre aux gens que ce sont de leur déterminisme justement à ce niveau-là. Enfin à mon avis, c'est obligatoire, mais bon. Voilà. On revient à la prise de recul là, du coup. Alors que là, ce que tu dis, c'est oui, il y en a qui le font, c'est facultatif. Voilà. Oui, on va vers les améliorations. Je reconnais que le jeu de rôle est de plus en plus mis en avant pour ses vertus éducatives, etc. On en parle encore à la cellule pour l'éducation populaire. Mais c'est vrai que ce sont encore des balbutiements. Mais ce sont des balbutiements. Manu, ça reste très restrictif, quoi. Et puis l'aspect fictionnel est tellement muselé. Bon, je sais que je plaide pour ma paroisse, moi. C'est ce qui sauf à l'université où c'est justement un peu plus encouragé. Non, mais moi je crois que vraiment qu'il faut réveiller
faut se réveiller là-dessus. C'est-à-dire que la plupart des choses auxquelles nous croyons comme étant la réalité, comme la biologie par exemple, je maintiens que ce ne sont que des modèles et qui sont du coup fictionnels. Alors ils ont l'avantage de marcher, de fonctionner, parce qu'ils permettent de prédire des choses, mais voilà, ça reste quand même des modèles imaginés et imaginaires. La preuve, c'est qu'on découvre toujours qu'ils sont faux. Alors, c'est donc qu'ils le sont. C'est juste qu'on essaye de toucher au plus proche de la vérité pour ensuite avancer. Bref. Mais je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est intéressant de se poser ces questions. Je ne tranche pas la question, mais je trouve ça intéressant de se la poser. Bon, après, on peut penser que si Joe Droll arrive dans les Duc Pop, l'école suivra bah oui. au bout de quelques décennies. Ouais. Au boulot, les mecs. Allez. Et les filles. Et les filles, pardon. Est-ce que on avait abordé... Selon toi, Aurélien, on a abordé toutes les questions. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur le sujet de l'éducation populaire ? T'as envie d'explorer encore un peu plus le jeu de rôle et de voir si ça pourrait pas être utile pour tes ateliers ? Encore une fois, c'est pas des ateliers du coup, c'est plutôt on va te parler de rencontres. Mais oui, à titre perso et à titre pro, pourquoi ça te plaît pas le mot atelier ? Moi, je trouve ça bien. Parce que en fait, dans mon imaginaire professionnel à moi, un atelier, c'est un atelier d'écriture. Et là, c'est déjà de l'éduc-pop, d'accompagner la construction d'argumentaire, de comment on prend la parole en public, etc. Et voilà. Et du coup, là, l'outil s'appelle porteur de parole, donc c'est plus des rencontres où. D'accord, ok, très bien. C'est pour ça. Mais oui, non, je me dis que ça peut être un bon outil. Mais je pense, après, le truc, c'est que j'en suis au tout début et que je pense que dans 20 ans, j'aurais toujours pas fait le tour de tous les jeux de rôle qui existent et de me dire, bah tiens, ça peut être celui-là qui peut être intéressant à utiliser aussi bien au sein d'une classe que de se dire, bah demain, on invite tous les jeunes d'un quartier, on fait un jeu collectif, voilà. Mais peut-être qu'aussi, ça va demander un petit temps de médiation en amont pour dire bah voilà comme de la même façon moi j'ai été briefée avant de commencer à jouer, je pense comme nous tous en fait avant qu'on découvre, et de se dire bah voilà un peu pourquoi on a envie de faire ça. Et bon, c'est un temps de brief qu'on retrouve même avec le slam, même avec oui, dans toutes les disciplines finalement, de se dire bah les codes sont posés, ça va être ça et ça, et vous êtes d'accord, vous adhérez, et après on y va. Mais ouais. En tout cas, on t'interrogera dans 20 ans, t'inquiète, tu seras réinvité, puis on pourra voir comment tu utilises. On va peut-être pas attendre 20 ans pour la réinviter, non. Et il y a intérêt qu'elle utilise le jeu de rôle dans l'éducation populaire, parce qu'on a dit que c'était qu'un outil parmi les autres, mais on est d'accord, Emmanuel, qu'il faut que ce soit l'outil privilégié. Comme gouverner le monde. Je vais faire ce que je peux pour vous prouver que vous avez tort et que le jeu de rôle dominera l'éducation populaire dans 3 ans. Il y aura toujours des David Vincent pour vous empêcher de... C'est tout le mal que je souhaite à ce média, parce que c'est un média extraordinaire qui apprend effectivement, comme disait Emmanuel, des tas de qualités. Merci Aurélia d'être venue nous présenter oui, merci pour les éducations populaires, parce que moi vraiment je ne connaissais pas du tout, donc du coup j'espère avoir posé dans le micro des questions que les auditeurs pouvaient éventuellement se poser, parce que c'est très difficile de cerner de quoi il s'agit. Parce que comme c'est pas institutionnalisé, comme c'est pas dans un cadre, tu vois, c'est compliqué, hein. C'est comme le jeu de rôle, il faut y aller, il faut le vivre, il faut. J'ai l'impression. Tu refais encore un point de comparaison avec le Maelstrom, effectivement. Oui, parce que on n'a pas dit ça, mais tant que tu n'as pas vécu le Maelstrom, tu peux pas savoir de quoi il s'agit. Quand tu regardes tes potes en train de faire une partie de jeu de rôle, tu comprends rien. Tu sais pourquoi ? Parce que tout se passe dans la tête. J'adore ce postulat. Et en fait, du coup, tu peux pas comprendre ce qui se passe. C'est la même chose dans tes rencontres. On peut pas. Si on n'a pas assisté aux rencontres de l'éducation populaire, c'est très difficile de voir ce qui s'y produit, parce que du coup, comme tout se passe dans la tête des gens qui sont autour de la table, eh ben on ne peut pas assister vraiment à une éducation populaire sans y participer. Et ce qui est encore chouette, c'est que l'éduc-pop, ça va plus loin, enfin n'importe quelle rencontre aussi, c'est que ça reste dans la tête après, même quand la rencontre elle est finie. C'est ça qui est chouette. Il y a un proverbe indien comme ça. Je pense beaucoup aux Indiens depuis le début de ce podcast, parce que tu sais le truc de faire tourner la parole. Les Indiens, ils avaient le bâton de parole. Et je pense aussi à un proverbe indien qui est dis-moi quelque chose, je le retiendrai pas. Fais-moi participer et ce sera ma doxa, quoi. Ce sera mon. Et donc c'est ça, l'éducation populaire, je pense, en partie. Si on n'y participe pas, on ne comprend pas. C'est comme le jeu de rôle. Encore un autre parallèle, Emmanuel. On n'en a pas parlé, mais voilà. On en parle comme ça rapidement en conclusion. Merci Aurélia, merci Cédric, merci Emmanuel. À bientôt tout le monde. À jeudi prochain pour un prochain podcast. Au revoir. Salut. Merci, au revoir.